Listerine, protection dents et gencives. Pour soulager la douleur, il y a la gamme Advil Caps, une technologie unique brevetée. Sa formule à base d'ibuprofène solubilisé agit efficacement pour soulager les maux de tête plus vite que vous ne le pensiez. Advil Caps, liquidez la douleur. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Tiens, ça coule mal. Bon, ça va passer. Mais non, ça va pas passer. Je viens du futur et c'est pire. Utilise Desktop Turbo maintenant. Un écoulement d'eau difficile, c'est un bouchon en formation. Agissez vite avec Desktop Turbo. Son gel épais concentré détruit les bouchons sans danger pour vos canalisations. Desktop Turbo. Et contre les odeurs de canalisation, utilisez une fois par semaine Desktop Entretien. Les plantes sont l'avenir. Elles consomment plus de CO2 qu'elles n'en émettent et ont principalement besoin de soleil et d'eau. Leurs graines donnent naissance à fruits d'or 100% végétal, sans huile de palme et sans conservateur. Fruits d'or 100% végétal, naturellement bon. Découvrez également le nouveau fruit d'or bio sans huile de palme. Le Cirque du Soleil présente Totem à partir du 25 octobre sous le grand chapiteau La Plaine de Jeux de Bagatelle à Paris. Infos et réservations cirquedusoleil.com, livenation.fr et dans les points de vente habituels. Salut les promeneurs. Si vous souhaitez marcher pendant des kilomètres avec eux, découvrir des endroits et ne pas vous arrêter jusqu'à ce qu'ils vous le demandent, vous, les promeneurs de maître, avez besoin d'Ultima Medium Maxi, qui contient le niveau de protéines, de calcium et de magnésium qui aide à garder vos os et articulations solides. Ultima prend soin de ce que vous aimez le plus. Découvrez toute la gamme Ultima Medium Maxi, spécialement adaptée pour votre chien de plus de 10 kilos. Le problème avec l'hépatite C, c'est que c'est une maladie silencieuse. Donc on a décidé de faire une publicité bruyante pour que tout le monde sache qu'elle peut détruire notre foie. Faites-vous dépister. Et la bonne journée à tous. Avec Régime Box, perdez jusqu'à 5 kilos par mois. J'ai perdu 25 kilos en 6 mois. C'est hyper simple. Et on a la garantie que les plats sont équilibrés. J'ai perdu 46 kilos en 6 mois, sans privation, en ayant même fait quelques petits écarts. Commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction de 40%. Chaque jour, vous mangez un délicieux petit déjeuner, un vrai plat le midi, un repas copieux le soir et même une barre chocolatée à 16h. La livraison est gratuite. Si vous n'êtes pas 100% satisfait, vous êtes remboursé. Alors rendez-vous sur regimebox.fr et bénéficiez d'une réduction de 40%. Bien sûr, c'est ce que je pensais. Et encore, j'arrive pas à croire qu'elle te dise ça. La vie de tous les jours est parfois compliquée, même avec un mode d'emploi. Heureusement, tout est déjà plus facile autour d'une tasse de café. Nouvelle gamme Tassimo, l'essentiel a du bon. L'arthrose du genou entraîne des difficultés à bouger au quotidien. Contrairement aux genouillères classiques, le Physiostrap est souple, fin et confortable. Il maintient votre genou sans compresser grâce à sa technologie brevetée et se glisse sous tous les vêtements. Avec le Physiostrap, la douleur n'est plus une fatalité. Epitact, satisfait ou remboursé. Ceci est un dispositif médical. La réussite est faite de choix. Nous pouvons nous choisir un avenir d'artiste ou de médecin. Mais nous pouvons aussi choisir de créer notre propre métier. Mileis Bank. Croire en la réussite. Parce que votre réussite se décide aujourd'hui. Prenez rendez-vous avec votre banquier privé sur mileis.fr. Inédit, ce soir sur France 3. Vas-y, je t'écoute, raconte-moi tout. Pas facile de la rouler dans la farine. Si vous me disiez ce que je dois croire. Pas de commentaire. Maintenant, ça suffit. Encore moins de lui résister. Voilà mon petit. Quant à vouloir gagner sa confiance, vous avez tendance à imaginer le pire chez les gens. Ouais, ça me permet de pas être déçu. Inédit, Vera se méfie de tout et de tout le monde. Ce soir à 21h sur France 3. Tous nos programmes sont à retrouver sur France.tv.
Retrouvez votre fiction avec disonsdemain.fr, site de rencontre pour les jeunes de plus de 50 ans, créé par Mythique. Retrouvez votre fiction avec les suprêmes soufflés Saint-Jean. Saint-Jean, pastier français depuis 1935. La télévision publique, c'est votre télé. Alors quoi de plus normal que d'imaginer son avenir avec vous? Venez exprimer vos attentes, donner vos avis, proposer vos idées sur mateledemain.fr. Parce que sans vous, rien n'a de sens. Inventez avec nous la télé de demain. Vivez le départ de la route du Rhum avec la gamme SUV Suzuki. La route du Rhum avec la Carac, mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance. Bonjour et bienvenue à Saint-Malo. Merci de nous rejoindre sur France 3, mais aussi François et TV5 Monde pour suivre le départ de la 11e route du Rhum destination Guadeloupe. Un événement populaire, vous le voyez, puisqu'il attire à Saint-Malo, mais également tout le long de la côte d'Emeraude, de nombreux téléspectateurs. Vous les voyez amassés pour pouvoir assister au départ de cette 11e édition qui aura lieu précisément à 14h, à peu près dans 25 minutes. Donc les téléspectateurs aussi sont là. Et avec moi sur le plateau, nous avons une petite brochette, je peux le dire comme ça. Ça commence avec Laurent Bignolas, journaliste et Bonjour. animateur à France Télévisions, qui sera notre consultant voile, votre expérience de navigateur aussi. Tout petit. Petite, peut-être par rapport à nos deux autres invités, Voilà. qui sont Roland Jourdain, merci d'être avec nous. Vous êtes double vainqueur de cette route du Rhum, c'était en 2006 et 2010, catégorie IMOCA. Et puis à côté de vous, Franck Hamas, également vainqueur en 2010, mais en catégorie ultime. Bonjour. À nous quatre, nous allons donc essayer de commenter au mieux les images que nous allons vous montrer, à vous aussi téléspectateurs, puisqu'elles nous arrivent depuis des 3 hélicoptères qui sont en train de survoler la côte d'Emeraude en ce moment. Et puis nous avons des caméras embarquées à bord de différents bateaux. Déjà, celle de Gwenaël Bron et Gaël Robic, 2 journalistes de France Télévisions, qui sont en ce moment et bien sûr des vedettes à l'approche au plus près des concurrents qui eux frôlent la ligne d'arrivée en attendant le top départ. En direct aussi, vous verrez ce qui se passe à bord de 4 bateaux engagés dans cette 11e édition sur le Multi 50 d'Erwan Leroux, le tenant du titre dans cette catégorie. Une autre filme en ce moment même la vie à bord de l'IMOCA de Samantha Davis. La 3e caméra est avec Jean Galfion, le perchiste engagé cette année en classe 40. Enfin, nous verrons aussi ce qui se passe à bord du Petit Jaune de Loïc Perron, un trimaran beaucoup plus petit que le Maxi Banque Populaire 7 avec lequel le Baulois avait, je vous le rappelle, battu le record il y a 4 ans en établissant une transatlantique Saint-Malo-Pointe-à-Pitre en 7 jours et 15 heures. Alors, ce record va-t-il être battu cette année? C'est une des questions que l'on peut se poser. Ce dont on est sûr, en tout cas pour l'instant, Laurent Bignolas, c'est qu'il y a un record qui est battu, c'est celui du nombre de participants. Oui, 123. Il faut se souvenir qu'en 78, il devait y en avoir 38, je crois, et que c'est vraiment en 2006 qu'on est passé au-delà des 70 participants, et que là, avec 123, vous l'avez compris, regardez, 20 IMOCA, 53 classe 40, et puis, 53 classe 40, et c'est ça l'événement. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, il ne faut pas oublier que personne ne voulait entendre parler des classes 40, c'était trop dangereux, paraît-il, pour eux, et que là, aujourd'hui, c'est la majorité de la flotte. C'est ce qui va certainement changer aussi le monde de la voile et de tous ces sportifs. Messieurs Jourdain et Camas, vous qui avez participé à plusieurs départs de cette route du Rhum, ce n'est pas spécialement un cadeau que l'on nous fait pour cette 40e anniversaire d'avoir autant de concurrents? C'est un cadeau qu'on fait pour nos métiers. D'abord, alors c'est vrai que la population mondiale a augmenté, donc c'est normal aussi qu'il y ait plus de gens dans les ports et dans les villes. Non, mais c'est fabuleux. Je pense que pour le métier voile qui n'était pas forcément tracé, Éric Tabarly avait ouvert des voies, mais depuis ça s'est bien damé. Donc c'est évidemment super. Après, c'est vrai que le jour du départ lui-même, là, ils vivent, les gars et les filles, parmi les pires instants, parce que la pression est au maximum, et avant que le périph' soit dégagé, avant la lumière du soir, on a mal au ventre pour eux. Ouais, c'est vrai, mais non, c'est quand même un moment super fort, même s'il y a beaucoup de dangers. Je crois que c'est quand même émotionnellement le plus beau jour de cette transat.
il va falloir qu'ils fassent attention, mais dans quelques heures, ils seront vraiment tout seuls après Fréhel, et ça va être la vraie course qui va commencer. Alors avant cela, effectivement, il y aura le départ à passer et donc cette ligne à franchir avec une particularité cette année, vous allez le voir, les différentes catégories qui sont, comme le disait Laurent, au nombre de 6, sont réparties aussi pour que ça s'organise au mieux avec le bateau du comité organisateur et des multicoques au nord de ce bateau. Les monocoques, eux, sont au sud. Et puis alors les vedettes les plus anciens qui veulent assister à ce départ, eux ne doivent pas rentrer dans la zone de course. Question de sécurité, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est bien? Ah mais c'est même essentiel parce que la vitesse des bateaux a plus que doublé depuis la première édition. Donc la moindre erreur et les engagements sont quand même très forts, donc arrêter sa course, moi ça m'est arrivé sur le départ de Vendée Globe de ne pas rentrer dans une vedette, de me casser les dents. Et une route du Rhum, c'est comme les autres courses, c'est des Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, on n'a pas un match 15 jours après pour se refaire. Donc il faut vraiment qu'il y ait un grand respect de la part de tous les utilisateurs de l'eau pour laisser la place aux coureurs. Et puis il y a des mesures évidemment de sécurité qui sont obligatoires. Oui, et puis il y a beaucoup de classes aussi sur l'eau, donc chaque bateau va pas à la même vitesse. Il y a des classes qui vont vraiment à des vitesses complètement opposées. Entre les classes 40 et les ultimes, c'est plus du double en termes de vitesse. Donc si on mélangeait tout le monde, ça serait dangereux, notamment pour les bateaux rapides. Alors voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, si on franchit la ligne un peu trop tôt, on n'a pas un rappel individuel, mais on a une pénalité en temps. Ça, on va en reparler effectivement au moment de l'arrivée. Mais alors, puisque nous fêtons les 40 ans cette année, je vous propose un petit retour en arrière. Revivons tout ce qui s'est passé en 11 éditions, enfin en 10 éditions déjà passées. Ça a commencé très fort en 1978. Vous en avez évidemment entendu parler, puisque cela s'est joué sur le fil à un cheveu. Retour sur l'histoire de la Reine des Transats, puisque c'est comme ça qu'on la surnomme maintenant, avec Jérémy Armand et Hélène Notard. Dans les bassins de la cité corsaire, flotte comme un air de liberté. Le Rhum, une nouvelle transat ouverte à tous, sans limite. Et la course s'offre une première arrivée d'anthologie. Michael Birch n'est plus qu'à 10 mètres derrière Malinowski. Le grand monocoque de Michel Malinowski, talonné par le petit trimaran jaune de Mike Birch. Malinowski regarde Michael Birch. Ça y est. Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est lui David devance Goliath de 98 secondes. J'avais le cœur gros quand je suis coupé la ligne, parce que 2 minutes après 25 jours, c'est vraiment épouvantable, quoi. Malinowski était encore au près. La course était finie et c'est comme ça que j'ai gagné. La légende de cette première route du Rhum se forge aussi dans l'adversité. À bord de son trimaran, le Manureva, Alain Colas disparaît au large des Açores. Et l'enthousiasme s'est progressivement transformé en inquiétude ou presque en angoisse pour Alain Colas. Voilà, Alain Colas, le navigateur français, n'a pas donné signe de vie depuis 14 jours. Alors, des matins, j'ai pas de radio. En 1982, c'est avec la poutre de son grand catamaran fissuré que Marc Pajot s'impose dans la souffrance. 4 ans plus tard, Philippe Poupon parvient à dompter une météo déchaînée. Alors ce petit bord, c'était... Ça colle. Mais derrière lui, la tempête emporte Alain Karadec. Autour un petit moment, je me suis rapprochée, j'ai appelé, j'ai crié, voir si Loïc était pas... Il ne répond plus aux appels de Florence Artaud venue à son secours. Je hurle, Loïc. Pas de réponse, j'entends rien, je tourne 2 fois. Et là, je suis désemparé. Moi, je suis quand même très inquiète et j'ai bien peur du pire. 2002, une tempête balaie les trimarans. J'ai déclenché les balises là parce que en tombant, le mât ainsi que d'autres déboires ont fracassé aussi le flotteur d'abord. Plus de la moitié de la flotte est décimée. J'ai jamais vu 70 nœuds sur aucune de mes courses. Jamais. En 1990, Florence Artaud entre dans l'histoire de la voile. Ah, ça leur embouche un coin, hein. Comme quoi, même quand on est une gonzesse, tout est possible. Malgré des pannes à répétition et une hémorragie, elle devient l'unique femme à rallier les Antilles en vainqueur.
Dans la décennie 90, tout lui réussit. Avec sa crinière blonde en bataille, Laurent Bourgnon s'impose à 2 reprises. Par tous les temps, il est dans son élément. La mer était blanche, les nuages étaient bas, noirs. Pour avancer sur le pont, il faut s'accrocher comme ça. Je sais pas, il y avait 50 nœuds ou 60 nœuds de vent. C'est fort, quoi. En 2006, c'est un Rome express pour Lionel Lemonchois. Il réussit la course parfaite. C'est une course où j'ai appuyé sur le champignon et fermé les yeux, quoi. Il fallait que ça passe. Je me suis même permis ce luxe, de dormir 4 heures de suite. Je l'ai pas fait exprès, en fait. En 2010, des bateaux géants sont autorisés, les ultimes. 32 mètres de haut pour le multicoque de Franck Camas. Alors ce matheux de formation a trouvé une solution. Son vélo des mers permet de manœuvrer les voiles. Moi, mon excitation, c'était me dire je vais me retrouver tout seul sur ce grand bateau et puis toutes les connaissances que je peux avoir et en me focalisant dans tous les détails. 2014, les Formule 1 des mers chassent les records. Loïc Perron rejoint Pointe-à-Pitre en 7 jours et 15 heures, 3 fois plus rapide qu'il y a 40 ans. La voile n'est pas du tout un sport populaire. Certains événements le sont. Et la Route du Rhum, évidemment, en est un. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu à peu près tous les ingrédients pour fabriquer des histoires légendaires. Il y a des disparus comme Alain Colas ou Loïc Caradec. Il y a une femme qui gagne comme Florence Artaud. Il y a justement, il y a 40 ans, un tout petit bateau jaune qui dépasse un grand monocoque favori de 98 secondes sur la ligne d'arrivée. Voilà. Une réplique du petit trimaran jaune au départ, 40 ans après. Un dernier coup de rhum pour célébrer une histoire légendaire. Et une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui. Nous sommes le 4 novembre, vous le savez, et c'est aujourd'hui qu'a lieu, dans quelques minutes même précisément, le départ de la 11e édition de la Route du Rhum. Vous le voyez à l'image, les équipiers sont en train de quitter les marins qui vont devenir solitaires incessamment sous peu. Et nous avons Gaël Robic à bord d'une vedette tout près d'un des concurrents, celui qu'on voyait à l'image juste avant, c'est-à-dire Loïc Perron à bord de son petit jaune. Bonjour Gaël. Bonjour Valérie, effectivement nous sommes positionnés tout au nord de la ligne du côté des multicoques et bord à bord effectivement avec le fameux petit jaune de Loïc Perron, l'un des plus petits bateaux au départ, l'un des fameux 3 a cappella au départ de cette 11e édition. Mais pour ne rien vous cacher, on va très rapidement prendre une petite marche par rapport aux multicoques, car pour avoir vu François Gavard faire des essais, des tentatives de départ, ça va partir vite, très très vite. Rendez-vous compte, les 6 ultimes au départ devraient mettre, une grosse demi-heure pour rejoindre le Cap Fréhel, quand on sait qu'il y a 17 000, environ 30-35 km entre la ligne de départ et le Cap Fréhel. C'est donc que ça va aller très très vite. Alors on va les voir passer, ça c'est une certitude. Pour les suivre, je ne vous garantis rien. Je vous comprends complètement. Nous sommes de tout cœur avec vous. Bien installés, nous, sur notre plateau. Il y en a une autre qui est à bord d'une vedette, c'est Gwenaëlle Bron, que l'on va retrouver justement en ce moment. Vous êtes, Gwenaëlle, à quel niveau ? Eh bien écoutez, je suis dans la zone du départ, c'est absolument magnifique ce qui se passe autour de nous. Jusqu'à tout à l'heure, il y avait des bateaux partout, des petits, des moyens, des grands, et maintenant on a le privilège d'être au cœur de ces bateaux de course sous voile, et c'est absolument exceptionnel à vivre. Je viens de vivre le départ d'un Zodiac là, sur un IMOCA il n'y a pas très longtemps, et on sentait toute l'émotion parce que les équipiers étaient en train d'applaudir leur skipper, leur champion, et des moments comme ça on va en vivre encore quelques-uns dans le quart d'heure qui vient. Et puis en fonction de son bateau, chacun se prépare à sa façon, à son rythme. Je crois que Gaël était avec Loïc Perron, mais je le voyais tout à l'heure en train de prendre son petit café, Loïc Perron, sur son trimaran, pieds nus. Il était déjà seul et il avait l'air d'être très serein. Donc vous voyez, chacun sa taille de bateau et chacun son rythme. Ah oui, Loïc Perron très détendu cette année, peut-être contrairement à il y a 4 ans où il y avait un petit peu de pression en prenant la relève de Armel Leclerc. On le disait, les équipiers sont en train de quitter les marins engagés. C'est le moment où le solitaire va vraiment se retrouver seul à bord de son bateau. Ça doit être un drôle de moment quand même, à la fois stressant et enfin ça va décoller quoi. Enfin ça va décoller, alors on va avoir un compte à rebours là bientôt, 8 minutes, 4 minutes, jusqu'à 4 minutes du départ en fait, on peut rester à bord. Et ça potentiellement pour certains bateaux ça va se jouer jusque là parce qu'il y a peut-être une petite dernière chose à faire, mais ouais il y a ce petit détachement avec la terre au fur et à mesure, mais jusque dans les dernières minutes c'est boulot, pression, tout doit rouler. Ouais. Pas trop le temps finalement à l'émotion à ce moment-là ?
Si, certainement, pour certains. Mais non, ce qu'il faut, c'est trouver une zone pour laisser le skipper tout seul. Une zone où il y aura quasiment aucune manœuvre jusqu'à la ligne de départ et au top départ. Donc il faut un peu calculer la distance et le temps pour être bien positionné et mettre le marin dans ces bonnes conditions, presque les écoutes réglées. Et ensuite, il se dirigera vers le départ et regardera sa montre pour être au top départ juste derrière la ligne, parce que si on est devant, effectivement, un départ volé, ça peut coûter quelques heures de pénalité. Et oui, c'est ça, faire attention effectivement à ces pénalités, ne pas franchir la ligne. Laurent, on le disait, c'est une nouveauté cette année. Sinon, on prend 4 heures. Oui, mais c'est gage de sécurité, comme le soulignait Roland tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut tout faire pour que tout se passe bien et pour que non seulement les marins s'expriment, mais pour que les compétiteurs puissent prendre un départ en toute sérénité. Parce qu'effectivement, c'est tous les 4 ans et que on veut que tout se passe bien et qu'il y ait effectivement un maximum de sécurité, aussi bien pour le public qui est sur l'eau, qui a envie de s'approcher de tous ces skippers, de ces compétiteurs qui se sont préparés pour ça, hein, Franck. On se prépare pour la concentration. Rien n'est laissé au hasard. Oui, et puis il y a quand même, ils ont tous beaucoup d'expérience, beaucoup de départs de régates effectués, donc on a répété dans sa tête, on a répété in situ parfois. Je sais que dans les entraînements à Port-la-Forêt, ils répétaient comment ils allaient sauter à l'eau avec la combinaison, comme le vrai départ de la route du Rhum. D'ailleurs, on a vu sur une image avant, je crois que sur un bateau de Sam Davis, je crois que les équipiers ont commencé à sauter à l'eau. Ouais. Et voilà, Sam va se retrouver toute seule. C'est vrai qu'il y a eu des entraînements d'ultime, hein, notamment il y a quelques semaines déjà. On a vu qu'il allait y avoir un beau match cette année. Ah ben ça va démarrer dès bientôt, mais il y a un premier élan jusqu'à Fréhel. Il y aura un déballage de voile. Alors c'est rien à dire, mais c'est tout à faire pour un petit bonhomme avec des grandes surfaces de toile comme ça. Il y aura sans doute une voile entre le Cap Fréhel et Bréa. Ça fait 2 manœuvres, mais ils sont ce soir ils sont en fin de journée à Ouessant. Ils vont passer un petit centre dépressionnaire. Alors le vent vient du secteur sud-sud-est ici, puis il va y avoir un changement quasi à 180 degrés avec une période d'incertitude au milieu et de la houle qui va rentrer à 4 mètres 50 à peu près. Donc voilà, dit comme ça tranquillement entre nous, c'est juste cocher des cases. Ça met un peu plus de temps en réalité. Ouais, exactement. Oui, ça peut mettre d'ailleurs presque une demi-heure, notamment sur les ultimes, de monter une grande voile. Ça peut mettre plus que ça, et non seulement il y a le temps de la manœuvre, mais il y a la vitesse du bateau associée à ça, donc ça fait une très grande distance, et c'est des trucs qui sont pris en compte évidemment à l'entraînement, mais y compris dans les logiciels de routage et la route du bateau, en fait, c'est parce qu'on peut pas, des fois il faut accepter de se priver d'un peu de vitesse, parce que le différentiel avec une manœuvre supplémentaire serait complètement dingue, donc on mixe avec le numérique, la force physique, quoi. Moi j'ai été très très impressionné, les garçons, par le niveau de préparation des bateaux et des skippers cette année. J'ai trouvé les gens extrêmement décontractés par rapport à la préparation. 2 jours avant, il n'y avait plus de bricolage comme on a connu il y a quelques années. Ouais, c'est de plus en plus professionnel, ça c'est évident. Les équipes sont nombreuses et c'est indispensable, là, surtout sur les gros multicoques qu'il faut anticiper. Il faut faire 0 erreur, parce qu'une erreur avec cette taille de voile et ces vitesses-là, c'est catastrophique. Donc on essaye d'être bon dans tous les détails. On voit déjà les premiers équipiers sauter à l'eau sur Banque Populaire. Donc voilà, exactement. Tout ça a été déjà entraîné dans les semaines. Et effectivement, il saute, puisque nous sommes, vous l'avez vu, à 8 minutes maintenant du départ de cette 11e édition. Il y a obligation de quitter les solitaires. On vient de le voir avec le bateau, vous le disiez. Ils ont là 4 minutes encore devant eux pour quitter à moins 4. Exactement. Après normalement, il faut qu'ils se retrouvent seuls, donc ils sont pénalisés s'il y a encore des équipiers à bord. Non, mais ça y est, ils sont dans la course. Ah oui, ils sont totalement dans la course. Ils ont déjà la bonne surface de voile, les bonnes voiles hissées. Et comme je vous disais, ils doivent être dans un secteur qui va leur permettre d'aller sans manœuvre sur la ligne de départ à temps. Ah, ils ont envie d'allonger. Ils ont envie. Et c'est là qu'on voit que le solitaire, c'est un vrai sport d'équipe dans nos disciplines. C'est vrai. Parce que tout seul sur un bateau comme ça, on fait vraiment pas grand-chose. En amont, parce que c'est une foultitude de détails, et en amont, mais jusqu'au signal du départ, c'est-à-dire qu'il faut être dans la confiance totale sur ce qu'un tel et un tel a préparé pour être dans la performance. C'est le point commun entre toutes les classes, entre tous les skippers de toutes les classes. C'est-à-dire sur les 123 bateaux, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Alors justement, je vous coupe parce que l'on m'a dit que nous avons Gwenaëlle Bron, que l'on voyait tout à l'heure plutôt au calme, enfin en tout cas qui était en train d'apprécier d'être sur l'eau. On va la retrouver, elle est juste à côté d'un concurrent, Maxime Sorel, qui est un des favoris dans sa catégorie. Effectivement, Maxime Sorel, en
classe 40 qui remporte la dernière Jacques Vabre et qui prétend à la victoire, comme vous venez de le dire. Et Maxime Sorel qui lui est déjà seul, puisque ses équipiers sont partis il n'y a pas très longtemps. Alors il a pu profiter de leur aide précieuse jusqu'à il y a encore pas très longtemps pour faire les derniers réglages et surtout se concentrer parce que le marin maintenant, un peu comme un skieur avant un slalom, est en train de préparer sa course, de se faire le début du parcours. Et même si la ligne n'est pas franchie, je peux vous dire que j'ai l'impression que tous sont déjà dans la course. On voit très bien d'ailleurs le slalom derrière vous, là c'est l'art et la manière de se préparer. Merci beaucoup Gwenaëlle. On le disait, là on le voyait, il y a beaucoup de monde d'engagé cette année, 123 concurrents, notamment dans cette classe 40 où on compte 53 concurrents, c'est énorme par rapport à d'habitude. Oui, et ce qui est intéressant avec cette classe, c'est qu'on passe à un niveau supérieur par rapport à des bateaux qu'on connaît bien, les Figaro et autres, qui sont des bateaux plus accessibles quand les budgets ne sont pas de la taille de ceux des ultimes. Et c'est un excellent moyen pour arriver dans la course en mer et en faire son métier, parce que ça c'est important, c'est de faire vivre aussi tous ces métiers. Et la classe 40 a beaucoup évolué ces dernières années, ces 10 dernières années. On a des architectes aussi qui ont travaillé, qui ont fait de ces bateaux des bateaux très performants. Alors je crois que leur record pour eux, ça va être 19 jours sur la Transat. Eux aussi ont un record à battre et je pense qu'ils peuvent descendre très très en dessous. Ils sont vraiment compétitifs, hein, ceux qui veulent gagner, ils arrivent avec des bateaux neufs, très entraînés, un peu à l'image des figaristes. Donc il y en a certains d'ailleurs qui sont sur une des départs comme Nicolas Troussel et qui est là pour gagner avec un bateau neuf. Donc ça va être très intéressant à suivre. Alors c'est sûr ça va moins vite, mais la compétition elle est là. On disait, nous sommes maintenant à bientôt moins d'une minute, moins d'une minute pour les 4 minutes. Alors non, ça fait 5 minutes. Donc je calcule en direct, c'est à peu près ça. Mais par contre, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On disait, oui, on parlait des professionnels. Oui, je disais que, en fait, professionnels, certes, ils sont très bien préparés, mais il y a, et c'est la particularité de cette route du Rhum, des amateurs. Oui, dans la classe Rhum, en fait. Dans la classe Rhum, il y a beaucoup de bateaux différents, c'est assez magique, mais il n'y a pas, du coup, que des professionnels qui peuvent prendre le départ. Et c'est une classe qui accepte des amoureux de la voile avec plein de bateaux différents. Donc c'est un beau spectacle. Ils font leur propre course. C'est vrai que c'est difficile de juger entre deux bateaux complètement différents, mais en même temps, c'est sympa pour eux et c'est sympa pour le spectacle et la légende de la route du Rhum. Ouais, c'est une particularité de notre sport, hein, parce qu'il y a peu d'autres sports où on peut mettre sur la même ligne de départ des divisions 1, 2, 3, 4. Et c'est ce qui fait l'engouement. C'est 123 bateaux. C'est tout ce monde autour de nous parce que ça nous embarque tous dans un rêve. Donc, et autant de belles histoires. Et autant de belles histoires. Parce qu'en catégorie ultime, on a Romain Pillard sur l'ancien bateau d'Hélène MacArthur. Alors on est à des années-lumière en vitesse. Mais bon, ben voilà, c'est une tranche d'histoire maritime devant nous, quoi. Vous l'avez vu sur vos écrans, une tranche justement vient de passer. C'est celle des 4 minutes fatidiques. Nous sommes à 4 minutes maintenant du départ de cette 11e route du Rhum. On stresse, et on voit que la tension commence à monter, que ce soit sur l'eau comme sur ce plateau. Regardez la différence de vitesse, bien sûr, on la voit à l'image. La différence de taille. Et la différence de taille. Pieds, un ultime bord à bord. Effectivement, ils vont partir du même côté de la ligne, ces deux classes de multicoques. Oui, parce qu'on peut le rappeler, effectivement, sur les 6 catégories engagées, nous avons donc une répartition sur une ligne de départ qui est particulièrement longue. Elle fait à peu près 5,5 km, c'est bien ça. Et donc, au nord partent les multicoques, au sud partent les monocoques, tout ça pour des raisons de sécurité. Et tout le monde va essayer d'aller le plus vite possible compte tenu des conditions météo justement qui les attendent dans 24 heures. Là on a vraiment de la chance, il y a des vents assez soutenus mais pas trop forts. On voit que les bateaux ont mis quasiment toute leur toile possible et puis en plus ils ont un angle de vent quasiment parfait à 110 degrés du vent à peu près. Donc ça va aller très vite, les ultimes vont je pense voler et puis certains IMOCA maintenant avec les grands foils ça va faire des très très belles images. Et déjà, on aura une petite réponse réelle de qui va vite. On a vu des bateaux aux entraînements, mais là, c'est la course réelle et ça va être sympa d'avoir le résultat. Alors, le confrère Gaël Robic est justement à côté des bateaux qui s'apprêtent à voler, comme vous le dites. Gaël Robic, vous m'entendez, je l'espère. On m'indique que vous êtes du côté des ultimes. Alors du côté des ultimes, ils sont là-bas loin derrière nous. Et effectivement, on a pris un petit peu de marche, comme je le disais, environ 1 mille au-dessus de la ligne pour pouvoir avoir un peu d'avance sur ces fameux ultimes, car d'ici 4 minutes, eh bien, avec les 123 bateaux au départ, et notamment ces fameux 6 ultimes et les 6 multi-50, il ne faut pas oublier aussi les multi-50 que nous pourrions bien voir bien à l'aise au départ. Eh bien, ça va partir très très vite. Il va y avoir du trafic. Il faut dire qu'on est le dimanche 5 novembre, c'est le retour des vacances de la Toussaint. Il y aura du monde sur l'autoroute. Vous avez pris de l'avance un petit peu, Gaël. Nous sommes le 4 novembre pour l'instant, mais effectivement, c'est bientôt le départ de la route du Rhum, 11e édition. On voit, nous sommes à bientôt moins de 2 minutes du départ et à l'image, justement, les multi-50 dont vous nous parliez. Multi-50, ils sont
6 cette année. Il y a une grosse bagarre qui s'annonce également parmi eux. Il y a 6 vainqueurs potentiels. C'est assez simple en fait. Ils peuvent tous passer. D'autant qu'encore une fois, on en rediscute jeudi prochain parce que la semaine va être difficile aujourd'hui. On a grand spectacle pour le départ. Il y a une petite difficulté la nuit prochaine et ils vont échapper, on espère le mieux possible pour eux, à une dépression beaucoup plus forte dans le sud du Golfe de Gascogne. Donc, redistribution des cartes, mais ils sont effectivement, c'est une classe assez merveilleuse parce que c'est des petits modèles de gros bolides. Et c'est certainement la classe qui va souffrir le plus avec la météo parce qu'ils sont un peu moins rapides que les ultimes, ils seront un peu en arrière, ils seront certainement au milieu de la grosse dépression. On va reparler de la météo évidemment, mais là vous l'avez vu sur vos écrans, le chrono est lancé. Nous sommes maintenant à moins de 1 minute de ce départ historique évidemment de cette 11e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Je vous propose tout simplement de profiter de ces images filmées par nos 3 hélicoptères, images effectivement de toute beauté, et l'on peut ressentir le stress qu'il y a sûrement à bord quand même, parce que là messieurs, nous on est stressés par contre. Mais oui, c'est parmi les pics d'adrénaline les plus forts de la course, forcément. Donc, j'arrive pas à reconnaître qui est qui. Là. Le contre-jour. Il y avait Gitana qui était un peu en arrière. On voit Idek, il s'approche de la ligne de départ, mais visiblement, ils n'ont pas le même compte à rebours. Oui. Il y en a un qui va être plus proche du départ que les autres. Nous devrions entendre le top, donc on ne fait plus de bruit, on l'entend. 5, 4, 3, sable. C'est génial. Et là, on est heureux pour eux. Oui, c'est le public qui nous a fait le chrono. C'était parfait. Merci, messieurs, dames. C'est génial. Évidemment, il est un peu trop tôt pour vous dire comment ça se présente au moment du départ. Vous le voyez. Ils ont été prudents un peu derrière la ligne. Ils ont gardé des distances. Ils ont gardé de la marge, mais ça attaque déjà beaucoup avec Massif et Idek. Et on sont peut-être les plus proches de la ligne de 2. On sait que ni Francis, ni François, ni Thomas ne va lâcher. Sébastien non plus, forcément, parce qu'ils savent que c'est très important psychologiquement aussi, sur l'autre et sur l'ultime qui est juste derrière, d'être devant, de contrôler, d'essayer de contrôler. Bien que ce soit une grande ligne droite, le disait Biloug tout à l'heure. On voyait Idek à l'instant, bateau un peu particulier, et là je me tourne vers Franck Hamas tout particulièrement parce que ce bateau, ça me rappelle quelque chose. Ouais. C'est mon ancien bateau, il a déjà gagné 2 fois la Route du Rhum, donc pourquoi pas une 3e, jamais 203. Et puis il est toujours performant, même s'il n'a pas les dernières générations de foil, mais ça va vite. Là on voit Massif qui est un peu au-dessus en termes de vitesse que Idek, c'est un bord parfait pour les bateaux foilers. Mais il peut tirer son épingle du jeu, ça c'est évident. Il y a Thomas légèrement en retrait, mais un peu au vent aussi. Voilà, avec Sodebo, ça attaque. On voit Hugo Boss, donc un bateau qui a fait 2e au Vendée Globe et qui s'appuie sur ses foils qui sustentent beaucoup, et c'est beau à voir. Les fameux foils dont on parle quand même depuis un petit moment, mais là qui vont sûrement jouer énormément dans la balance pour cette 11e édition. Oui, le premier bord va nous renseigner déjà. Là, on voit que PRB a priori est bien parti, Vincent. Le premier bord va nous renseigner chez Fréhel, là, parce que pour les gros ultimes, une grosse demi-heure, pour les IMOCA un peu plus long, mais on va avoir les enseignements de la mode printemps-été 2018 sur les ailes, en fait, parce qu'on sait les dessous des bateaux. Les dessous des bateaux, exactement. C'est vrai qu'on est en train de passer un palier, quel que soit le type de bateau aujourd'hui, et on découvre le vol, la sustentation. Alors les monocoques ont toujours une quille. Ils peuvent pas s'envoler comme les multicoques, mais il y a des pas de géants qui se font. Et dessous très sexy parce que les feuilles seront un peu plus longues. Exactement. C'est vrai. Il y a un bateau neuf, là, Charal de Jérémy Veillou, qui est la nouvelle. Jérémy a osé. En feuille, donc pour le Vendée Globe. Il a quelques semaines pour se préparer aussi. Exactement, mais il a montré très belle vitesse. Ouais. Alors précisément, vous me parlez des IMOCA, et notamment, il y en a une bonne moitié de ces 20 bateaux engagés qui ont des foils. Nous avons Gaël Roby qui est juste à côté d'Hugo Boss, c'est Gwenaël Bron, pardon, qui est à côté du bateau de Hugo Boss, Alex Thompson. C'est pas ce qu'on voit à l'image pour l'instant, mais ça va arriver. Est-ce que Gwenaël, vous nous entendez? Oui, Valérie, ça bouge un petit peu parce que je peux vous dire que ça dépote, si j'ose dire le mot. Les IMOCA derrière moi, alors effectivement avec Hugo Boss jusque-là, juste à côté, et puis en trio de tête, on a PRB avec ses foils de toute nouvelle génération, SMA et puis Yann Eliès à bord de Hucar Saint-Michel. Ils sont autour de 20 nœuds, il leur faudra à peine une demi-heure pour rejoindre le Cap Fréhel.
Merci beaucoup Gaël. On va aller voir sans plus tarder justement Sodebo, puisque Gaël Robic, vous êtes juste à côté, Sodebo, skippé par Monsieur Coville. Eh oui, on est bord à bord avec Thomas Coville, avec Sodebo, et croyez-moi, c'est du sport à bord pour essayer de suivre le Maxi Trimaran Sodebo Ultime barré par Thomas Coville, un bateau d'ailleurs qui a été vendu avant le départ. Il donnera les clés à Yves Lévesque à l'arrivée. Thomas Coville qui est parti très très vite, grand voile haute, et croyez-moi, c'est du grand spectacle à bord. Thomas Coville qui n'est peut-être pas sur l'ultime le plus à la pointe, comme vous le disiez tout à l'heure, mais alors qui est sacrément motivé, peut-être pour faire un doublé, puisqu'il avait remporté déjà cette route du Rhum, c'était il y a quelques années déjà, en 98. En IMOCA. En IMOCA. C'était l'année. Il n'a pas eu de chance dès la première nuit, hein, ça fait 4 ans. Oui. Et là, sur les résultats de l'année, puisque les autres ultimes n'attendent pas, on sait que Sodebo est moins rapide de plusieurs pourcents de vitesse, parce que ça a déjà évolué. En même temps, c'est quand même un gars de grand métier, donc je pense qu'il est capable de compenser le manque de potentiel du bateau par les manœuvres, le physique. Il était à l'école Laurent Bourgnon, parce qu'il était rentré en 94-95 dans le team Primagaz à l'époque. Et c'était marrant parce que 98, il y avait la victoire de Steve Ravussin aussi, dans une autre catégorie, de Laurent, et donc les 3 copains, et Thomas Coville, tu t'en souviens, Franck? J'étais voilà. là aussi. Mais on avait même mangé ensemble à l'arrivée, tous ensemble, parce que finalement, ça se bagarre sur l'eau, c'est le duel. Quand il va y avoir un duel entre Thomas et François Gabard, forcément, parce que le duel a commencé autour du monde déjà, et ils se sont pris des jours, des records, et que là effectivement il n'y a pas de revanche, mais c'est vrai que ça va mettre un petit peu de piment dans la sauce. Alors j'observe ce qui se passe à l'image, puisque l'on voit Arkema, donc là on est sur du multi 50, où on le disait, la bagarre aussi va être rude parmi ces multi 50. Là c'est Lalour ou Kérol, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Ouais. Les multi 50, ils ont évolué depuis 4 ans. Il y a des foils qui, la règle a changé, donc ils ont des foils, ils ont vraiment un turbo par rapport à. Ils vont plus vite, par rapport à il y a 4 ans, ils vont plus vite, mais par contre c'est un peu plus volage aussi. Et c'est des bateaux qui sont dangereux. Il faut vraiment être à la barre souvent, et difficile de dormir sur ces bateaux-là. Et parmi les concurrents, on le voyait là, juste à l'image. Erwan, et ça prouve aussi, parce que Erwan, c'est Erwan Leroux, un des gars les plus expérimentés du circuit, et effectivement il est sous pilote là, donc ça veut dire qu'il connaît son bateau sur le bout des doigts. Il a un autre copain qui est concurrent, c'est Armel Tripon. Ils ont été, moi je me souviens, dans les années 90 et 2000 des préparateurs aussi sur la classe Figaro, et c'est ça qui fait plaisir, c'est de les voir arriver sur des bateaux pareils et de se dire ces gars-là ont plein de choses à prouver et à montrer encore, et des records à battre certainement. Alors j'espère qu'on va voir des images embarquées, et bien justement de Alan à l'image. Alan à l'image, mais oui, effectivement, je parlais du multi 50 qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure, puisque comme je vous le disais en introduction, Erwan Leroux, dont on parlait sur son multi 50, a embarqué une caméra pour nous. L'idée étant de nous montrer un petit peu comment ça peut se passer aussi à bord avec un concurrent. Mais bon, ça dépend évidemment des conditions. On voit que ça avance bien. Là, il y a de belles images entre deux ultimes, entre Hidek et Gitana. En regardant l'IMOCA d'Alain Droura tout à l'heure, ça me faisait penser justement aussi à tous ces bateaux qui sont sur le marché, qui sont accessibles, certains IMOCA qu'on peut transformer. Ça a été le cas d'Alan qui, à 25 ans, a été aussi, est aujourd'hui un des plus jeunes skippers de la flotte, qui l'a été aussi sur le Vendée Globe, qui a cassé, qui a une petite vengeance à reprendre sur le Rhum parce qu'il était en classe 40 auparavant, et qui à 25 ans a un bateau quand même entièrement transformé, qui a eu plusieurs campagnes derrière lui, et qui aujourd'hui peut faire aussi, je veux dire, comme tous les autres, une belle perf. Ce qu'ils disent tous en général quand ils arrivent sur le circuit, moi ce qui est important c'est d'arriver, bien sûr, mais chacun a envie quand même de faire parler de lui, et notamment en tête de course. Je vous propose d'aller sur l'eau sans plus tarder, parce que l'on m'a dit que Gaël Robic est toujours du côté des ultimes, et il est cette fois juste à côté du bateau Hidek de Francis Joyon. Francis Joyon, bord à bord effectivement avec l'inoxydable Francis Joyon, 62 ans, présent au départ de sa 7e route du Rhum. On se souvient, en 1990, pour sa première participation, il avait dû scier, découper son bateau pour être accepté au départ. Son bateau était trop long, et lui aussi est parti très très vite avec le bateau qui est tout simplement le double tenant du titre de cette route du Rhum. Vainqueur avec Loïc Perron, on s'en souvient, en 2014, et bien sûr avec Franck Camas en 2010. Francis Joyon qui est juste devant Sébastien Josse, que l'on aperçoit là-bas derrière. Et là c'est parti effectivement très très vite, et croyez-moi, l'ambiance est très humide ici. Merci beaucoup. Là on voit ma famille Marie.
qui est en catégorie IMOCA, Athanasio, le compagnon d'ailleurs au passage de Samantha Davis. Mais on en reparlera des histoires de couple un peu plus tard. On va aller voir Gwenaël Bron. Gwenaël Bron qui est aussi sur l'eau. Oui Valérie, eh bien écoutez, on est toujours avec la flotte IMOCA dans la tête de peloton, si je peux dire, bord à bord avec Charal, la bête Charal avec ses équipements dernier cri. Et encore une fois, comme tout à l'heure, je peux vous dire que ça va très 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 vite. On a eu Gobos un petit peu plus loin et puis SMA, Eliès, notamment Yann Eliès avec un bateau moins performant que les autres, mais Yann Eliès nous confiait il y a quelques jours qu'il a un bateau très costaud et qu'il va tout donner. Et là, avec ce très beau départ, on en a la preuve. Et puis Vincent Rioux, que j'aperçois derrière la voile de Jérémy Bayou. C'est un très très beau départ en IMOCA. Avec une mer peu formée, les conditions idéales. Ça serait intéressant que Gaël et Gwenaël se mettent bord à bord d'un bateau et nous donnent des vitesses aussi, qu'on ait une petite idée de ce qui se passe là-bas au large. Hein. Ah, le message est passé. Je pense qu'ils font leur maximum, hein, parce que pour nous c'est facile de dire ça, évidemment. Ça doit être pas loin de... C'est entre 25 et 30 nœuds que les bateaux commencent à décoller, donc ils sont à la limite du décollage. On a vu Massif et Gitana qui commençaient à sustenter complètement le flotteur. Mais sur les IMOCA aussi, hein, sur la dernière génération d'IMOCA, ce serait assez sympa. Bah, notamment le Charal qu'on voyait à l'image de Jérémy Bayou. Jean, concentré, Jean Galfione. Prêt à bondir. Jean Galfione qui est donc avec une caméra embarquée. Avec sa petite paire. Donc on le disait, Jean Galfione, deuxième participation. Il est arrivé 18e il y a 4 ans et il espère bien faire aussi bien maintenant qu'il a mis un peu la perche de côté. Ouais, très serein. Moi je l'ai rencontré hier comme d'autres skippers. Effectivement, je l'ai trouvé presque froid par rapport à la compétition. C'est vrai, on dirait un pilote de la patrouille de France qui répète dans sa tête tout ce qu'il a à faire. Et c'est vrai qu'aussi, ça fait quelques années qu'il se prépare à changer de métier. Enfin, il a changé de métier. Et c'est vrai que c'est compliqué, quand on a une réputation avec un titre olympique dans une discipline sportive, de changer du tout au tout. On a vu des skieurs, hein, Luc Alphand aussi s'essayer à la discipline. C'est compliqué pour eux. Et Jean, je crois, est en train de réaliser son rêve, tout simplement, avec discrétion et professionnalisme. En avant, calmer droit, comme on dit à Saumur. Ouais, Jean, c'est un gars super. Hein. Et il raconte en plus une belle histoire avec son partenaire, Sérénis. Ils ont construit un truc. C'est vraiment chouette à voir. Il divulgue de telles belles valeurs. Jean, il a connu le monde de très haut niveau de la perche. Il nous enseigne des choses au niveau du monde de la voile aussi. Non, humainement, c'est quelqu'un de super. Et puis le gros mauvais temps, il sait bien. Je pense que s'il révise ses gammes, là, c'est qu'il sait bien que dans 2 jours, ça va pas être la même. Donc, une pensée pour toi, Jean. On peut peut-être en parler d'ailleurs de ces conditions météo, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Pour l'instant, caractère trempé, marin mouillé. Hein. Mais ça va se corser, effectivement. Oui, ça va se corser dès le passage de Ouessant ce soir. Les ultimes vont arriver vers 19h à Ouessant et le vent va monter assez fortement juste après, jusqu'à 30-35 nœuds au départ avec du sud-est, donc des allures travers au vent où les bateaux vont aller très vite, mais c'est aussi très dangereux où ils lèvent la patte très facilement. Une petite transition et à nouveau du nord-ouest derrière, aussi 30 nœuds. Donc dans la transition, il risque d'y avoir des orages et des grains. Ouais, puis ça va tourner vite. Donc en pleine nuit noire, c'est pas une première nuit facile, ça c'est évident. 4 mètres 50 d'ouest, c'est-à-dire en face de la route, ça va bondir. Ouais, à l'intérieur, ils seront dehors de toute façon. Ouais. Mais à l'intérieur, c'est comme dans une guitare, hein, le bruit, les gars, les conditions, vous les connaissez. Hein. D'ici là, devient sourd. Ouais. Avant cela, les conditions sont plutôt pas mal à mort. Et justement, Laurent, vous avez passé une petite commande à Gaël tout à l'heure. Eh bien, il l'a entendu. On retrouve Gaël qui va nous dire à combien il avance à peu près. Eh bien, écoutez, on avance vite, on avance très très vite, toujours bord à bord avec Francis Joyon et Thomas Coville, qu'on en aperçoit là-bas derrière. Ils étaient à bord de notre vedette, croyez-moi, on est à fond, on est à 30-31 nœuds. Et on a bien du mal à suivre ces géants qui ont déjà creusé un écart considérable sur le reste de la flotte. Thomas Coville et Francis Joyon qui eux aussi sont à la chasse de François Gavard et de Gitana qui ont pris également un petit peu d'avance. Alors par rapport aux conditions justement, ces ultimes risquent, eux, de prendre une bonne avance qui va leur être sûrement très intéressante. Par contre, c'est tout le reste, tous ceux qui sont derrière, qui risquent peut-être de devoir même s'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur a conseillé en disant, tout bon marin doit être raisonnable. Il est possible de s'arrêter.
Oui, ça fait partie de la course. Hein. Pour espérer gagner une course, il faut d'abord espérer arriver. Donc on a vu des éditions hein, où Michel Desjoyaux en 2002 avait fait 2 escales avant de gagner la course. Là, le cas de figure pour les petits bateaux, pour les plus lents, on va dire, il est pas cornélien, mais quand même. C'est-à-dire qu'ils ont cette première dépression à franchir. Ils peuvent glisser dans du vent de nord-ouest, dans le golfe de Gascogne, mais à un moment, il y a un piège. On passe Ouessant ou pas, quoi, en fait. On peut passer Ouessant. Et ça peut, lundi, c'est pas trop mal. En revanche, mardi, mercredi, c'est vraiment du vent et de la mer, quoi. Et les petits bateaux, si un gros bateau comme un IMOCA peut aller dans 6 mètres de houle sans trop souffrir, un 40 pieds, ce sera plus difficile. Sur l'eau, ça monte merci. Donc c'est... En attendant, on voit les images effectivement là d'un Banque Populaire qui a l'air de bien filer. Ça va commencer à s'envoler du coup, vu les conditions et vu la vitesse qu'ils sont en train d'attendre. En fait, là la coque centrale se soulève, ça veut dire qu'ils sont à 100% de la puissance du bateau. Et les 3 foilers sont devant, quasiment bord à bord, avec Massif, Banque Populaire et Gitana un petit peu derrière. Et on s'y attendait parce que c'est vraiment un bord adapté. On voit que Gitana revient hein, parce qu'il était parti un peu moins bien. Mais là, il attaque carrément. Donc on peut voir ça. Et le flotteur, donc la coque centrale est hors de l'eau et le flotteur il doit être aussi quasiment hors de l'eau, poussé par ses foils. Et donc là, ils sont largement au-dessus de 30 nœuds. Gitana qui est tout récent, hein, 2017. Oui, 2017. Alors c'est rigolo parce que pour cette 11e édition, on parle des bateaux qui vont certainement exploser parce qu'on a tous fait le pari qu'ils allaient descendre en dessous des 7 jours, de toute façon, que le record va tomber. Et en même temps, pour d'autres, puisqu'il y a 123 concurrents, on n'est pas en train de réserver des hôtels, mais en train de se dire, tiens, on fera peut-être une pause. Alors moi j'ai entendu parler de Roscoff, j'ai entendu parler, pas de la baie d'Audierne, mais de Camaret, et puis plus dans le Golfe, plus au sud, hein, carrément en Espagne pour certains. Ouais, surtout dans la classe Rome, il y a des petits bateaux qui vont avoir vraiment du mal dans la deuxième dépression. La deuxième dépression est très difficile, hein, celle de mardi, mercredi, c'est celle-là qui est très étalée dans l'Atlantique à 8 mètres de creux. Il va y avoir un bord en bâbord à mur contre la houle et bon, pour certains, vaut mieux attendre ça à terre. Voilà, tout le monde est prévenu, ne fermez pas les commerces, ni à Roscoff, ni à Camaret sur la côte atlantique. En tout cas, clairement, peut durer. En tout cas, clairement, les ultimes que l'on voit à l'image, eux, ne s'arrêteront pas. Ils ont l'air bien décidés à arriver au plus vite à Pointe-à-Pitre. D'ailleurs, on va retrouver Gaël Ruby qui est juste à côté, enfin, en tout cas, qui essaye de ne pas être trop loin. Regardez, il est juste devant. Il y a plusieurs matchs, en fait. On vit un moment absolument magnifique avec Francis Joyon et Thomas Coville. Alors, ces 2 bateaux ne volent pas tout à fait complètement, même si Francis Joyon a installé des foils l'hiver dernier à bord d'Idexport, mais il nous a gratifié il y a quelques minutes d'une figure pas tout à fait contrôlée. Vous le voyez, ce bateau qui décolle sur les vagues, absolument magnifique. Francis Joyon qui pourrait peut-être participer d'ailleurs à sa dernière course, hein, puisque sa présence lors du prochain Tour du Monde au départ de Brest en 2019 n'est pour l'instant pas confirmée. Lui, l'homme de tous les records, qui n'est pas forcément coutumier des courses et qui pour l'instant s'accroche bord à bord avec Thomas Coville. Spectacle absolument superbe. On voit qu'il n'a pas la même toile, hein. Il a mis plus de toile à l'avant. Exactement. Il a l'habitude de bien torcher la toile, on dit. Francis, il a fait un tour du monde en 40 jours avec ce même bateau, donc il s'est appuyé dessus et on dirait qu'il est en confiance. Hein. Mais il est totalement en confiance. Oui, ça promet, parce que là, il ne se contente pas de regarder les gars disputer le podium, il a envie d'y être. On le voit. C'est vachement bien. Je voudrais juste féliciter nos amis et confrères qui nous offrent ces images, parce que pour l'avoir fait il y a 4 ans sur les vedettes et en tête des ultimes, je sais que c'est pas très facile de rester stable et de nous offrir ces magnifiques images en tête de la flotte comme ça. Voilà. Nous faire vivre effectivement ce qui se passe sur l'eau, c'est magnifique. Alors là, Nicolas Troussel, on le disait, un des concurrents et puis favori en matière dans la catégorie classe 40. Ouais, un bateau neuf, de l'ambition pour Nico, hein, qui a mis son bateau à l'eau. Ça fait pas très longtemps, hein, c'était au printemps là, mais bon, qui est parmi les plus professionnels de l'affaire, donc évidemment qu'il est à suivre. Avec, pareil, on se met aussi dans leur peau, parce que ça va pas être simple pour les 40 pieds, donc toujours pareil, cette même dépression, dans 2 jours, quel choix stratégique faire, doit-on se protéger ou faut-il attaquer, c'est cornélien. Alors je vous interromps parce qu'on parlait de Multi 50 tout à l'heure avec Erwan Leroux. Je ne sais pas s'il peut nous parler, mais en tout cas on peut le voir à la manœuvre à bord de son Multi 50. Il nous entend même. Alors je ne sais pas si Erwan, puisque vous nous entendez, comment ça se passe à bord. Est-ce que vous pouvez nous répondre?
Ce serait rêvé en même temps. Il a quelque chose, on va quand même le laisser travailler. Il a un petit peu autre chose à faire, on le comprend. Il est d'une impolitesse, je trouve. Mais Erwan, il est très hautain en ce moment. C'est un petit peu le tenant du titre, il faut le rappeler, et qui est lui aussi bien décidé quand même à doubler la mise. Ils sont rares, ceux qui ont doublé la mise sur la route du Rhum. On en compte 4 exactement un type super. Pour l'instant, dont Laurent Bourgnon, dont nous avons vu quelques images en tout début de cette édition. Laurent Bourgnon qui n'est plus là. Non, effectivement, faut pas oublier qu'effectivement la dernière édition en 2014 était la dernière occasion pour beaucoup et pour le public aussi de revoir ces visages qu'on aimait tant, ceux de Florence, de Laurent et puis d'Anne Cazeneuve aussi, il faut pas l'oublier. Anne a été victorieuse sur cette dernière édition dans sa catégorie multi-Rome, a été emportée par la maladie. Florence, c'était au mois de mars 2015. On se souvient de l'accident d'hélicoptère, la petite fiancée de l'Atlantique qui avait gagné ses lettres de noblesse en 90 avec cette superbe victoire, on l'a entendu tout à l'heure. Et puis effectivement, Laurent, double vainqueur sur son même trimaran en 94 et 98, qui lui est disparu en juin. Juin 2015, lors d'une plongée en Polynésie. Voilà. Et puis c'était l'occasion de voir ses copains et copines. On ne savait pas que c'était la dernière, forcément. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que beaucoup de gens sont revenus ici. Même Loïc, hier soir, a traîné un peu tard, Loïc Perron. Très décontracté. Il a l'air plus décontracté qu'il y a 4 ans. Il devait gagner il y a 4 ans. Il est arrivé au pied levé, c'est le cas de le dire. Exactement. Alors que l'on voit l'image Samantha Davis à bord de son IMOCA, elle va même nous faire coucou, super. Elle est l'anglaise est polie. Merci anglaise Samantha. Polie. C'est un vrai rayon de soleil. Alors tout le Samantha, monde le disait. Et puis elle est très très performante cette année. Je crois qu'elle a bien travaillé avec ce bateau et elle a gagné des courses. Donc ça peut être la nouvelle. Attention. Une fille. Je tiens à le signaler, il n'y en a que 6. La nouvelle fille vainqueur. Ce serait bien. Enfin 6 filles seulement au départ. 6 filles seulement au départ cette année. 5% des concurrents. Ouais, ça va pas. Mais en même temps, lançons un appel puisqu'on est en direct. Mais les filles, venez. C'est vraiment un sport où c'est un des seuls sports d'ailleurs où on peut s'aligner sur la même ligne de départ pour les femmes. C'est un sport où de toute manière, même si les ultimes, même si les forces en présence, on a l'impression qu'il faut être des rugbymen de 150 kilos pour. Et les filles ont cette immense qualité. Et nous, on est loin d'être des rugbymen de 150 kilos. Et puis, les filles ont cette immense qualité de réfléchir un peu et d'anticiper. Il y a Isabelle Josque qui est sur un IMOCA, qui a réfléchi d'ailleurs à l'expérience de Franck d'utiliser les jambes pour les manœuvres et le vélo. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très très grande et qu'elle tient facilement debout à l'intérieur de son IMOCA. Elle le dit elle-même, je suis pas costaud, etc. Mais elle se sent bien et elle a toutes ses chances. Comme faut pas oublier qu'il y a 68 novices. Oui, tout à fait. 69 bisous, me semble-t-il. Enfin, 68 ou 69. Excusez-nous de l'imprécision. Je vous propose de retourner sur l'eau puisque nous avons Gaël Robic qui est du côté. Justement, on voit. Isabelle, c'est son image, c'est son bateau. C'est le bateau de Isabelle Joschke, effectivement, sur Monin. Mais nous allons retrouver Gaël Robic puisqu'il est à côté des Multi 50, Gaël. Oui, on a décroché. L'ambiance est toujours un petit peu humide, mais un petit peu plus calme tout de même à bord de notre vedette avec derrière nous le leader pour l'instant de cette catégorie multi 50, celui qui a pris le meilleur départ, c'est Armel Tripon. Armel Tripon et son réauté chocolat. Armel Tripon qui passera par la suite sur un projet Vendée Globe, sur un projet IMOCA. Il sera au départ du prochain Vendée Globe 2020. Et derrière lui, en deuxième position, c'est le dernier né de la flotte, de cette flotte multi 50. C'est le fameux Maloupéen, le Guadeloupéen adopté à Saint-Malo, Thibaut Vauchel-Camus, qui a pris également un bon départ sur son tout nouveau bateau, un multi 50 construit à Dubaï, assez original. Et il faut noter que ces multi 50 cette année, grande nouveauté, ils ont été équipés de foils comme les grands. Ça a l'air plus difficile pour les journalistes que pour les skippers. Non, Gaël, passe devant, tu verras. On voit un Gaël Robic qui se mouille, on est d'accord. Et donc, passe devant, Gaël, tu seras moins mouillé. Alors, on va aller voir justement une autre qui se mouille. C'est Gwenaëlle Bron qui est aussi sur l'eau pour nous faire vivre ce qui se passe. Gwenaëlle, à quel niveau êtes-vous ? Nous, on a décroché aussi de la flotte des IMOCA et maintenant, on se trouve en tête de flotte des classes 40, donc des 40 pieds. Et on est bord à bord avec Corum, Nicolas Troussel, le Finistérien qui avait fini deuxième en 2010, qui avait malheureusement abandonné en 2014, mais là qui a un bateau tout neuf et beaucoup d'ambition sur cette route du Rhum. Ils sont 53 candidats et lui, il fait un superbe départ.
Merci. On a vu son réglage de voile là tout à l'heure où ça faisait légèrement le long du bras. Il était à fond sur la voile d'avant et il jouait son prêt bien serré là. Il était bien réglé. Ouais, il a mis beaucoup de toile par rapport aux autres, donc ça a l'air de payer. Alors voilà la vedette, vue d'hélicoptère, la vedette qui emmène notre équipe avec. Alors on a vu pourquoi il se faisait mouiller tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec 123 concurrents, ça veut dire qu'il y a au moins 123 entreprises derrière, le monde des entreprises qui s'investit de plus en plus, et notamment sur des plus petits bateaux et des classes 40. Ça, c'est plein d'espoir pour le monde maritime, pour les métiers, pour les salariés, pour ces gens qui se forment et qui sont déjà performants en France et sur les mers, sur les côtes. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts dans la course au large. Il y a tous les budgets, toutes les histoires, tout est possible. D'ailleurs, il y a eu plusieurs papiers cette semaine sur les retombées du sponsoring voile. Et il y a plein de témoignages sur des belles histoires. Que des belles histoires. Oui, on peut chiffrer les choses, on peut donner des tableaux, etc. Mais il y a surtout le sillage que ça draine, l'aventure collective avec les clients de l'entreprise, l'interne, etc. Enfin, on embarque ensemble, quoi. Les rencontres entre différents mondes d'entreprises, d'investisseurs, de bateaux. Chacun a vécu des expériences plus ou moins longues, avec des records, des années de partenariat. Et puis des messages d'association aussi, énormément. On va sur le message écologique, comme on dit, pour une plus belle planète, et puis le message humanitaire pour des causes, les handicapés, les enfants du monde entier. Je trouve que c'est fait avec énormément de sincérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des skippers qui, comme vous, et Roland a été aussi un des premiers avec sa fondation, à vouloir donner un sens en fait à la course. Je crois que, alors c'est vrai, et là encore une fois, on a eu des pionnières, on a plusieurs filles en fait, Isabelle Autissier, Catherine Chabot, Hélène MacArthur avec sa fondation. Bon, c'est vrai qu'on est plusieurs. Alors est-ce que c'est un sentiment de responsabilité? J'en sais rien. On a l'immense privilège, l'immense chance que notre terrain de jeu, ce soit la planète. On a ce privilège de pouvoir prendre du recul le temps d'une dizaine de jours ou le temps de 3 mois d'un Vendée Globe sur l'effervescence de la Terre, de voir cette planète qui finalement, plus nos bateaux accélèrent, et en proportion notre planète diminue, de voir cet équipage qui s'agrandit sur la planète et les ressources dans les cales qui diminuent. Donc ça doit sans doute pour les uns et pour les autres nous donner plus de sensibilité, mais en tous les cas, avec des événements comme celui-ci, ici, etc., et d'autres grands événements voile, ça nous permet de mettre en avant le monde de demain. On dit bon, on se retrouve sur les manches, on fait comment maintenant? Il y a d'autres voies de navigation à tracer. Et la course au large permet de mettre ça en avant. Alors je vous propose d'aller voir un petit peu quand même ce qui se passe sur l'eau, messieurs. Nous commençons à nous approcher, en tout cas les premiers, du Cap Fréhel. En tout cas, tous les spectateurs qui sont installés sur la côte de la Côte d'Émeraude doivent commencer à apprécier le spectacle. Voilà, on les voit. Il y a du monde, comme à chaque édition d'ailleurs, sur la côte pour apprécier ce spectacle. Et alors, avec a priori... Eric Satas, non? Qui doit être là-bas sur c'est son lieu préféré. Il aime bien. Mais c'est vrai qu'on y voit aussi très bien, mais on est bien aussi derrière sa télé pour voir tout ce qui se passe là. On voit d'ailleurs justement un des concurrents de Multi 50 dont on parlait, Franck, c'est Thibaut Vauchel-Camus. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça, avec ce bateau neuf. Il peut vraiment tirer son épingle du jeu, notamment dans la brise. Il est peut-être un tout petit peu plus lourd que certains autres bateaux, mais il est puissant, des belles formes, des beaux foils. Et Thibaut, surtout, est un super régatier. Donc, on parlait de message. Parmi ses concurrents directs, Arkema, que l'on voit aussi à l'image. Ouais, un ancien du 60 pieds, Lalourou Kérol, qu'on a eu souvent, que j'ai eu souvent contre moi aussi. À l'époque des banques populaires, il était skipper de ces bateaux-là, donc c'est vraiment quelqu'un d'expérience qui est maintenant sur les 50 pieds. Oui, puis 50 pieds, on passera à l'ultime. On regarde ce qu'est en train de faire Yves, le Blévec aussi. Oui, qui va récupérer Sodebo à l'arrivée, donc Yves va être un très bon concurrent l'année prochaine sur la classe ultime, et c'est tant mieux, la classe grandit. Ouais. C'est vrai que les histoires d'actuel sont Yves et son sponsor, Mini Transat, 50 pieds, ultime. Une superbe histoire dans la durée. Ouais. Côté IMOCA aussi, ça là, a l'air de bien bouger. Là, c'est toujours les 40 pieds. Ah oui, on est sur les 40 pieds. Voilà, les ultimes, on les revoit à nouveau. Là, on a vu
On voit Gitana qui a peut-être doublé tout le monde parce qu'il est devant Massif. On savait Gitana extrêmement rapide dans ces allures-là aux entraînements et là il le prouve encore. Il avait impressionné pendant les entraînements. Ouais, un bateau a priori extrêmement puissant, très stable et voilà, ça fait quand même un an qu'il navigue. La météo lui convient bien là. Et ouais, exactement. Notamment pendant les 2 premiers jours dans la brise, là ça peut être quelqu'un de extrêmement redoutable et c'est forcément un des favoris et puis là il le prouve. Et là ça va vite, j'ai l'impression que le vent j'ai l'impression que le vent a pris quelques nœuds supplémentaires et on voit les bateaux dans une autre situation que sur la ligne de départ. C'est bien parce que les jeux ne sont pas faits. C'est-à-dire qu'on a autant de vainqueurs possibles. Voilà. J'ai l'impression que personne ne veut perdre du temps. C'est vrai que pour gagner il va falloir faire ça peut-être en 6 jours donc les minutes même au départ sont importantes. Ce qui est impressionnant, je me permets quand même d'y faire référence, c'est aussi la proximité. C'est normal, on est sur la ligne de départ, on est encore dans les toutes premières minutes de cette 11e édition, mais les bateaux sont très proches, ce qui fait évidemment passer au risque de collision. Vous savez ce qu'il en est. Ah bon ? C'est traumatisant. Franck, vous y êtes passé il y a quelques années, avec quand même une petite anecdote, parce que c'est quand même assez drôle. C'est une collision particulière. Oui, une collision. On va la rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai chaviré. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est malin. Et assez vite au large de Roscoff, en pleine nuit. Et il y avait beaucoup de bateaux sur la zone, et notamment des concurrents. Et puis il y a Jean Cam qui était un peu derrière moi et qui s'est arrêté sur mon bateau, qui était retourné, qui n'était pas évidemment très visible. Et donc on a pu se parler en pleine nuit et il m'a demandé ce que je faisais là. Donc, et justement, j'ai pas eu besoin de lui répondre en fait. Voyez justement, il a compris très vite. C'est justement Jean Le Cam qui va nous le dire avec cette petite image d'archive. Regardez, lui-même était très retourné comme le bateau. Je rentre dans un truc, je regarde, je vois rien quoi, je ne vois rien. Et puis j'étais obligé de sortir du cockpit, aller voir devant. Je me suis dit qu'est-ce qu'il y a ici, je regardais en l'air, je me dis si c'était un cargo ou n'importe quoi, j'aurais vu quelque chose. Enfin, là je voyais rien. Je vais voir devant et je vois écrit Groupama avec le flotteur vert. Je vous le disais, Jean Le Cam aussi retourné que le bateau, puisqu'il n'en revenait pas. C'est quand même assez rare de rencontrer quand même un concurrent et puis de rentrer dedans comme c'est surtout à l'envers, ouais. On est bien d'accord. Non, voulu faire exprès, on n'y serait pas arrivé, je crois. C'est un chalutier, toujours le risque, ou d'un cargo. La dernière fois c'était Sodebo, malheureusement, avec des cargos qui changent leur route. C'est traumatisant. C'est extrêmement traumatisant et ça peut être super dangereux quand même. On est tout petit par rapport à ces gros cargos. Je vous interromps, priorité aux femmes. Allez, pour donner la parole à Gwenaëlle Bron qui est du côté des classes 40. Gwenaëlle. Oui Valérie, effectivement, toujours aux côtés des classes 40 avec, on n'est pas loin de VNB, le bateau de Maxime Sorel, dont je vous parlais juste avant le départ. Et puis derrière on a Sam Goodshield qui se tire la bourre avec Vidul, donc c'est Johan Richaume juste derrière, tous les deux également prétendants à la victoire. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée en termes de vitesse, puisque je crois que les ultimes sont déjà très très loin derrière nous, les classes 40 ont une allure autour de 10 nœuds, soit 2 fois moins que les IMOCA et peut-être 3 fois moins, voire plus que les ultimes. Ils devraient, eux, gagner pour les premiers le Cap Fréhel d'ici, juste avant 15 heures à peu près, 1 heure pour rejoindre Groin à Cap Fréhel. Voilà un peu pour vous donner une idée. Et puis derrière, la flotte est magnifique puisque c'est vraiment le gros paquet de cette course puisqu'ils sont 53 dans la classe. Et je pense qu'on va aller voir un petit peu en queue de flotte pour voir s'ils vont bien aussi. Alors on va aller un petit peu devant nous justement retrouver maintenant Gaël Rouby qui est toujours avec les multi 50. Et oui, plus particulièrement bord à bord avec l'Alou Rouquayrol, skipper médocain à bord d'Arkema, un bateau mis à l'eau en 2013. L'Alou Rouquayrol, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2017, associé à Alex Pella qui est actuellement en 4e position. L'Alou Rouquayrol qui a une particularité, il pratique la sophrologie en mode de préparation. Et au regard de ses résultats cette année, ça marche particulièrement bien. Rouquayrol qui mettra à l'eau un tout nouveau bateau d'ici 2020. Merci beaucoup, effectivement. C'est assez amusant, Valérie, Franck et Roland, de voir encore l'image, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas une image qui a été enregistrée, c'est toujours Erwan qui est toujours au réglage de ses voiles. Il a lâché la barre et il est vraiment sur le réglage.
Pour faire avancer vite, il faut être dessus. Hein, à fond. Et pas forcément à la barre. C'est vrai qu'être au réglage des voiles, c'est peut-être encore plus important. Ce moment du départ aussi, il est quand même aussi particulier. Évidemment, c'est le moment à ne pas louper. Il y a tout le stress, il y a aussi une proximité de bateau qui fait qu'il y a cette concentration extrême. Oui, et puis c'est la régate, à la rigueur, pour penser... il vaut mieux être concentré là-dessus que penser à autre chose en fait. Oui. Et même si c'est pas très important d'être en tête au Cap Fréhel, c'est mieux de les avoir derrière les autres et puis pouvoir contrôler après. C'est vrai qu'il y a les 7 jours pour les ultimes. Et on parlait des multi 50, c'était 11 jours pour Erwan, il y a 4 ans. 11 jours la traversée. Ah ouais, c'est super rapide. Et c'est vrai que sur ce genre de machine, petite comme grande, à un moment, l'état de race, c'est quand on est en osmose avec Regardez-moi ces images. Excusez-moi, messieurs, je vous coupe tout le temps. Je suis désolée, je suis très mal poli aujourd'hui, mais alors, on a quand même des images magnifiques sous les yeux. Voilà. Regardez-moi ça. Avec, on le voit, Gitana 17, qui est, ou qui serait, a priori, quand même, devant Massif à l'heure qu'il est. Ah ouais, il a quand même, entre son retard sur le départ et l'avance là, c'est... Il a appuyé. Hein. Il a appuyé. Il a montré que c'était le plus rapide dans ces conditions-là. Il doit être... Sébastien Josse doit être très content de ça. Là, il va certainement renvoyer de la toile parce que les bateaux vont devoir abattre. Voilà, on voit le passage de Fréhel. On va devoir abattre d'une vingtaine de degrés, donc il faut changer les voiles devant. Voilà. Gitana 17 qui est en train de passer la bouée ou qui doit pas être bien loin. Et là, il va rajouter quand même quelques dizaines de mètres carrés de toile, carrément. Faut pas l'oublier. 50 mètres carrés de plus. Donc 35 minutes pour arriver à Fréhel. Donc ils sont allés à 32 nœuds de moyenne quand même sur cette partie-là. Et là, c'est là où ça va devenir du sport parce qu'il ne faut pas oublier que pour dérouler de la toile, comme dit gentiment Franck, il va falloir aussi dérouiller sur les muscles parce que là, ce sont les premières manœuvres. On le sait, dès le départ, le choix des voiles est très très important. Oui, et puis il a été anticipé. C'est pour ça qu'on voit que les voiles enroulées sont hissées avant le départ et puis ils vont l'utiliser uniquement maintenant. Et là, maintenant, on a des logiciels qui nous disent quelle voile est la meilleure voile pour chaque partie du parcours. C'est une forme d'assistance aussi que tous les bateaux n'ont pas sur les ultimes. Le routage, oui, mais là on fait son propre routage à bord et même ceux qui n'ont pas de liaison avec la terre ont de toute façon ce genre d'outils pour anticiper les changements de vent et les changements de trajectoire. Et l'on voit Massif en train de passer lui aussi la bouée. Deuxième. Duel de manœuvre, on va voir qui déroule le premier. Et là, il n'y a aucune. Là, c'est vraiment à force humaine. On n'a aucune assistance. C'est parti pour François. Massif avec François Gabard qui l'a emporté. Il faut le rappeler déjà la précédente édition, mais c'était sur un tout autre bateau. On voit bien qu'il. En IMOCA et en 12 jours. Exactement. Il perd pas de temps. Perd pas de temps. Non. Et c'est vrai fait. Le temps de le dire et poup. C'est déroulé, c'est pas bordé encore. C'est pas bordé. Sébastien Josse a montré effectivement le bateau a l'air le plus rapide de la saison. Et les bookmakers entre Jojo et François qui connaît parfaitement sa machine et qui en sort de son tour du monde en solitaire là. Il peut compenser le léger petit manque par une pratique. Et on le voit au passage de Cap Fréhel, le 3e dans la catégorie ultime à passer, la bouée, c'est Banque Populaire. Voilà, qui déroule lui encore plus tôt que les autres, parce que juste au passage de la bouée, il a déjà déroulé sa voile devant qu'on appelle un J1. Donc il y a encore une voile plus grande devant si c'était du vent plus portant, mais celle-là, ça fait quasiment 50-70 mètres carrés de plus. Donc il faut border cette voile, ça va prendre 4-5 minutes, et ensuite enrouler l'ancienne voile, qui va se prendre aussi 2-3 minutes. Donc après, il faudra prendre un café. Ça fait par un seul homme armé de TH. On peut avoir les timings à la bouée, à la porte, mais c'est très très serré entre eux. Parce que ça va venir incessamment sous peu. 30 et quelques. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On voit Edmond de Rothschild, donc Gitana 17. Et Vincent Josse, quasi arrêté, en fait, c'est la meilleure solution pour border vite la voile devant, pour réduire le vent. Et Gabard en profite. Massif qui match est lancé. Qui a réussi à aborder sans changer de direction. Alors il faut rappeler, ils sont tout seuls sur le bateau, on ne peut pas tout faire, donc là c'est un choix, clairement. Mais ceci dit, ça montre aussi la pratique, parce que dérouler une voile en pleine vitesse, quand on appelle ce qu'il y a le vent apparent, vous avez vu, la voile est bas, ça nous fait rien d'ici, mais on peut abîmer du matériel très très facilement, parce que les tissus à voile ne sont pas des choses indestructibles, et donc Sébastien là, a été très prudent dans le déroulé. Je borde, ça fait pas de bruit et je repars. Jojo.
Ouais, Jojo. Et c'est marrant, hein, il se passe toujours quelque chose à Fréhel quand même. Enfin, il y a 4 ans, pareil, hein, celui qui était en tête. Ça, c'est pour la télé. Souvenez-vous. Oui. Et là, on a tout un peu ça va continuer. Selon la manœuvre que l'on choisit de faire, l'instant où on la lance, et il peut se passer énormément de choses et on peut perdre une place. Et alors, regardez, là maintenant, c'est Thomas Coville qui s'apprête à passer aussi cette. Ouais, mais il n'a pas ouvert encore. Oui. Donc, ce qui est le 4e au passage, parce qu'on a vu Banque Populaire qui était 3e et qui a déroulé aussi extrêmement vite. Et puis voilà, après, c'est les 2 bateaux qui sont pas tout à fait volants et qui n'étaient pas aussi favorisés que les autres sur cette partie. Alors ça peut vraiment jouer quand même. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a, c'est que ça va quand même moins vite, mais c'est peut-être juste une impression. Ouais, il y a peut-être juste un petit peu moins de vent en plus à son passage, ouais. Donc comme il change d'angle, c'est pas favorable, et on souffre un peu pour lui. Voilà. Et la mer est relativement plate. Tiens, Antoine Carpentier, non, qu'on aperçoit là sur son 40 pieds. Ouais. Antoine, une grande famille de navigateurs, qui lui aussi a remporté, mais en double, c'est sa première aventure sur le Rhum et en solitaire. Il a remporté la Jacques Vabre. Et sur le 40 pieds, c'est un gars qu'en veut, comme on dit aussi. Puis un sourire, un caractère trempé, donc un marin mouillé, forcément. Alors, pour avoir une idée, d'après vous, enfin, on va le voir sûrement à l'image incessamment sous peu, on a vu les premiers ultimes passer, donc Fréhel, les IMOCA et les multi 50, ils risquent de suivre incessamment sous peu ou... Un peu plus de 30 nœuds pour les premiers, un peu moins de 20 nœuds, je pense, de moyenne pour les IMOCA, parce qu'avec les hauts et les bas, je pense qu'ils vont faire le bord à 18 nœuds de moyenne, plus ou moins, enfin, on verra bien, mais... donc il ne devrait pas tarder, un rapide cap. Ouais, c'est quasiment 25 minutes de plus voilà. sur le parcours, donc ça va prendre du temps. Peut-être entre les deux, il y aura les 50 pieds. On est quasiment à 40 minutes après le départ là. Bien ça. C'est avec un oui, avec Manu Cousin. Alors moi, j'avais entendu dire qu'il avait un peu tapé au passage des écluses, qui est toujours un spectacle étonnant, hein, quand même. Ici, Saint-Malo, c'est aussi l'image de cette route du Rhum, et qu'il y avait eu des soucis sur la coque. Apparemment, tout va bien, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'on fait attention quand on a des informations, parce que si on n'était pas là pendant la nuit ou le soir, quand il s'est passé ceci ou cela, on peut foutre la trouille aux autres, quoi, et aux copains. Donc ça fait plaisir de voir aussi, là encore, une belle aventure avec tous ces gens qui s'engagent, qui sont des amateurs, une fois de plus, et qui ont accès à des beaux bateaux et qui vont nous offrir une belle aventure. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un des plaisirs de cette route du Rhum, une des particularités quand même de cette transatlantique, contrairement par exemple au Vendée Globe, qui est réservé à des professionnels, et puis surtout, réservé à des professionnels, en tout cas, catégorie IMOCA obligée. Là, on a 6 catégories, c'est ouvert à tout, et puis il y a la catégorie Rhum, dans laquelle on trouve des bateaux très différents, multicoques et monocoques. Oui, tout à fait, il y a des bateaux, c'est vrai que les multicoques Rhum, là, alors si c'est une vitrine de l'évolution de l'industrie nautique, que se passe-t-il? La même chose, Rothschild et Massif tout à l'heure, avec Francis et Thomas. Thomas Coville qui a choisi de se mettre plein vent arrière pour diminuer le vent apparent et pour pouvoir border très vite sa voile sans qu'elle façille, donc sans l'abîmer. Et puis Francis Joyon, je crois qu'il avait déjà cette toile là en fait au départ, parce qu'il est parti avec plus de toiles que les autres, et du coup là il n'a pas eu besoin de changer. En tout cas, il n'en montre pas l'intention pour l'instant. On apercevait effectivement tout à l'heure aussi Banque Populaire avec Armel Clash. On revoit Sodebo. C'est toujours impressionnant de les avoir vus dérouler aussi rapidement dès le départ. Et là, d'un seul coup, à Fréhel, parce qu'il y a une manœuvre, parce que quelquefois il faut virer, là il faut envoyer de la toile. D'un seul coup, voilà, là il est en train de border Thomas. Quasiment s'arrêter, ce sont des machines très lourdes, ce sont des multicoques aussi, donc on ne vire pas comme sur un monocoque, on perd forcément énormément de vitesse, quasiment arrêté. Il s'arrête à 10 nœuds quand même. Mais à 10 nœuds, voilà, c'est ça. Nous, on a cette impression-là, mais ça avance quand même. Oui, c'est ça. C'est que vu d'ici, on a l'impression qu'il n'avance plus. Et ça repart très vite, parfois. Alors par contre, ça n'a rien à voir, je dirais presque en termes de catégorie, on est bien d'accord. On retrouve Loïc Perron qui cette année a donc décidé d'embarquer sur son petit jaune une copie conforme. Il dit bonjour. Tout le monde le salue. Mais il nous entend, vous croyez? Effectivement, une copie conforme, un sister ship comme on dit, du bateau de Mike Birch. Mike Birch qui avait donc remporté en 78 la route du Rhum. C'était la volonté de Loïc Perron de changer complètement d'objectif pour cette année, ce qu'il voulait déjà faire il y a 4 ans. Oui. Ça a été reporté cette année. Voilà. Et là, on sent qu'il veut plus de pression, il veut naviguer comme à l'ancienne. C'est un peu comme nous quand on monte sur les dériveurs de notre enfance.
les proportions ont un peu changé. On se dit, tiens, les bateaux, on a envie de revivre des sensations aussi, voilà, puis de faire la course un peu plus décontractée. Oui, et puis avec une vraie ambition d'utiliser les outils d'il y a 40 ans. Oui. Pas de GPS, pas d'ordinateur à bord. Non. C'est la génération gomme, crayon, papier. C'est sympa. Ouais. C'est un vrai amoureux de Loïc de la pratique. Moi, je trouve que c'est super, hein, ce bel hommage. Moi, je voulais vous dire un truc. J'aurais rêvé que Bob Escoffier me passe son bateau parce que j'aurais bien aimé faire un match contre Loïc. On a gagné là en mono et puis je trouvais ça rigolo. Alors on voit Jean Galfion là à l'image, mais on a Gaël Roby qui peut nous parler. Il est avec des IMOCA, je crois, celui de Bayou et Rioux. Oui, c'est bien ça. Exactement, Valérie. Avec à notre droite Vincent Rioux avec l'IMOCA, le monocoque orange. Et à notre gauche, eh bien, c'est Jérémy Bayou avec le tout nouveau Charal, le dernier né de la flotte. Une flotte IMOCA qui compte 20 bateaux au départ de cette route du Rhum. Des IMOCA que l'on peut diviser en deux catégories, les foilers et les non-foilers. Et évidemment, la grande vedette, c'est bien sûr ce monocoque à la coque dorée de Jérémy Bayou, mis à l'eau en août dernier, un véritable dragster, une toute nouvelle conception à foiler. Rendez-vous compte, le bateau de Jérémy Bayou a des foils, Franck Camas me contredira pas, a des foils quasiment de la taille des multicoques. Les foils de la taille carrément des multicoques sur Charal de Jérémy Bayou. Oui, ça a grandi. Hein. Les foils sont apparus au dernier Vendée Globe avec quelques bateaux, dont le vainqueur, dont le deuxième aussi, Thompson. Et puis là, il y a une nouvelle génération avec des foils beaucoup plus grandes, des carènes vraiment dédiées aux foils, donc finalement plus étroites. Et on compte sur le foil pour faire avancer le bateau et pour aller très vite. Par contre, si ça casse, ça devient pas des très bons bateaux. Et puis, par contre, PRB, c'est un ancien bateau, une carène plutôt ancienne, puisqu'elle date de 2008, je crois. Ouais. Et il a mis au goût du jour avec des grands foils, et finalement, ça donne un bon compromis, puisque dans les entraînements, il a été un des meilleurs. Oui, puis c'est ce qu'il fait. Hein. Il y a un côté professionnel aussi. Il adore mettre au point les bateaux, les préparer, et voilà, il a fait un bon en avant avec ses nouveaux foils. Ouais, c'est un côté développement durable, hein, ce qui nous fait Vincent là, parce que il reste au top avec de l'ancien. On a de bons architectes en France quand même. Hein. On a même des spécialistes, et en multicoque grâce à la route du Rhum, et puis en IMOCA grâce au Vendée Globe. Et il y a 400 architectes qui sont spécialistes et certainement les meilleurs au monde sur ces bateaux. Je crois que Vincent Loriot-Prévost a signé 18 bateaux qui sont au départ cette année. Ouais. On va aller faire un tour du côté des classes 40 si vous voulez bien, puisqu'on a Gwenaël Bron qui est à côté de Jean Galfion. Oui Valérie, alors est-ce que je suis encore à côté? Oui, mais parce qu'il accélère un petit peu, là, il bordait à l'instant ses voiles et même s'il est à peu près un petit mille, on va dire, du début de course, tout du moins en classe 40, eh ben, il en veut aussi. Hein. On est à côté d'un grand champion, évidemment, Jean Galfion, qu'on ne présente plus, le champion olympique de saut à la perche, qui s'est fait naturellement une place dans la voile et puis qui a envie d'en découdre lui aussi. Il est donc quand même dans la première partie de cette classe 40. Et je ne sais pas si c'est parce que moi je me sens peut-être mieux à cette vitesse, mais j'ai l'impression qu'ici on est c'est un petit peu plus cool dans cette partie de la flotte, et en tout cas le rythme est agréable. On est dans le bain, dans le grand bain. Il ne s'agit pas de natation synchronisée sans mauvais jeu de mots. À vous Valérie. Merci Gwenaël. Et là on voit justement le tout nouveau bateau de Jérémy Bayou, Charal, qu'il va falloir dompter. Il le disait lui-même, hein. Il le découvre encore un peu. Et c'est la première fois qu'il va faire une transatlantique avec, donc maîtriser la bête là. Un bateau magnifique, bien décoré, et puis il a une vraie gueule avec des formes incroyables. Et on voit ces foils qui sont quasiment 2 fois plus gros que les premières générations de foils. Les ailes sont quand même imposantes. Et puis effectivement, son équipe, on en parlait cette semaine encore, ils n'ont pas encore navigué 24 heures sans aucun souci. Donc il y a vraiment de l'apprentissage de tout ça. C'est extrêmement compliqué de faire simple. Et de plus en plus sur ces bateaux-là. Et comme on disait tout à l'heure, comme les bateaux vont de plus en plus vite, le moindre petit pépin vous ralentit. D'autant plus, ça crée la distance. Donc il n'y a pas de pression pour eux. Mais on regarde effectivement ces ailes, ces foils. Oui, puis un profil très particulier, hein, effectivement, comme tu le disais. Ça me rappelle les premiers, les Hugo Boss d'Alex, aussi comme ça à l'avant. Et puis gâté avec une forme de pont. Très joli. Et on se rend compte qu'effectivement, ce sont des bateaux qui ne se pilotent plus, pardon pour le mot, de la même façon que les autres IMOCA. Je pense que ça correspond quasiment à un pilotage de multicoque, hein, avec des hautes vitesses.
Il y a des bateaux qui sont quasiment en train de voler aussi, à part quelques mètres carrés à l'arrière de la côte. Oui, complètement. Alors qu'on voit Erwan Leroux, on va retourner voir Gaël aussi. Ah non, on retourne pas voir Gaël. Non. On reste parce que là nous avons, excusez-moi, on me donne ordre et contre-ordre, mais c'est parce que priorité à l'image évidemment, c'est parce que là nous avons au passage du Cap Fréhel, Erwan Leroux, le tenant du titre, on vous le disait, en classe multi 50. Donc la deuxième classe, donc c'est des multicoques 50 au passage, et ensuite il va y avoir les IMOCA. Je sais pas si on voit le premier. A priori oui, mais on va me le confirmer. On donc voit là bien aussi, c'est un des favoris, Erwan. Un super régatier aussi, hein, il a fait les Tours de France à la voile, il adore la régate au contact, donc c'est son domaine, et puis je crois qu'il maîtrise très bien maintenant son bateau depuis le temps qu'il est dans cette classe, les victoires qu'il a eues. Alors classe dont il est président actuellement, mais il nous le cache pas, son objectif c'est le Vendée Globe, pas le prochain mais celui d'après. Hein. Voilà, il y a de la vision, hein, c'est beau ça. Ça s'anticipe un petit peu tout ça. Là on voit PRB. Très belles images là de PRB qui s'appuie sur ses foils. Et Vincent Rioux qui est un vrai favori aussi dans cette classe-là, avec Jérémy Bayou. C'est un bon match là tous les deux. Et justement, on a Gaël Robic qui essaie de suivre le match. On va voir s'il peut nous le commenter entre Charal et Bayou. Il n'arrive plus à parler, on dirait, Gaël Robic. Gaël, on vous voit en plus, Gaël. Oui, Franck Camas le disait, Jérémy Bayou qui s'est offert un très joli cadeau avec ce tout nouveau monocoque, ce Charal flambant neuf, c'est ça, c'est son baptême. Regardez, il décolle sous nos yeux, c'est son baptême de course pour Jérémy Bayou, bord à bord avec Vincent Rioux qui est juste devant. Il y a quoi, allez, 15-20 mètres d'écart entre les deux bateaux, alors que nous sommes à l'approche de la bouée de Fréhel. Ça va être une photo finish pour voir qui va passer en tête les bouées au Cap Fréhel, et les deux bateaux qui ont déjà creusé un écart considérable sur le reste de la flotte, puisque le troisième est déjà assez loin. Il s'agit de Boris Herman sur le Malicia, l'ex-Gitana, et le quatrième, vous le voyez là-bas, loin derrière nous, eh bien c'est Yann Eliès, écart déjà conséquent et toujours un peu d'humidité à bord, donc du côté des IMOCA. C'est dingue, hein, Jérémy qui a levé 10 mètres de la coque, hein, qui était hors de l'eau. Hein. Impressionnant. Ouais, on voit là l'effet du foil. Après, il faut trouver l'équilibre. C'est vraiment le cas de le dire. Avoir une trop grande aile qui vous fait lever trop haut, c'est pas non plus bon, quoi. Faut trouver le bon ratio. Et je pense que c'est sur ce qu'ils sont en train de travailler pour la suite. Est-ce que c'est les bons foils de version définitive, ou est-ce qu'il n'y aura pas des ajustements en tout cas, super en spectacle. forme, en profil, etc. Ouais, super spectacle pour tous ces spectateurs qui sont, on le voit, et bien sur la côte au niveau du Cap Fréhel, et qui nous entendent peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas ils voient, ils voient les hélicoptères passer juste à côté d'eux. Super spectacle parce qu'effectivement on le sent dès finalement 49 minutes de course, c'est très serré quand même, hein, dans chaque catégorie. C'est chaud, moi franchement j'étais impressionné, le passage de Massif et de Banque Populaire, le déroulé de voile d'avant là qui c'est un peu comme on les voit en équipage en fait, hein. C'était vu de chez nous là, ils sont culottés quoi les gars, donc ça met. On voit qu'ils se sont entraînés, c'est bien, ça porte ses fruits. Ah ouais, c'est. Regarde cette image fantastique avec PRB qui est là-bas là, sous le vent de Charal, c'est étonnant. Ouais, qui a pu conserver finalement une certaine avance sur Charal. On a l'impression que Charal revenait, mais Charal, on voit sa grand voile qui façaille un petit peu en haut. On a l'impression que le vent a repris un peu du poil de la bête, et voilà. PRB a l'air d'être un peu moins toilé que Charal, du coup il s'en sort peut-être mieux dans les risées. T'as envie de repartir toi, Franck? Non, sur une route de Rome? Là je suis dessus à fond. Hein. On vous sent tendu, hein. Mais même Bilou, je suis sûr que Roland là, il a envie de repartir sur l'eau. Ah super. Non, parce que t'en as pas un peu assez là de préparer les copains là. Écoute, entre nous c'est une drogue dure, hein, et je reprendrai bien un petit coup, ouais. Tu vois, je m'en doutais. Bon, en solitaire? Ouais. En solitaire, un petit aller. Autour du monde. Allez, je vous le dis, ouais. Je ferais bien un petit Vendée Globe de plus, ouais. Alors le prochain, vous parliez d'anticipation tout à l'heure. Hein, ouais, non, mais j'ai un bateau. Chez moi, on a acheté un bateau, on a pris le rythme d'acheter un bateau. J'ai une équipe, on le connaît à fond. On travaille avec Morgan Lagravière, notre jeune skipper, pour l'amener au Vendée Globe. Mais si on ne trouve pas ici un sponsor tombe amoureux de moi, bah voilà, tac, on y va, on raconte une histoire et puis voilà, je l'ai dit, c'est fait quoi. Hein. Voilà, Bilou est sur le marché, il est presque sur la ligne de départ. La messe n'est pas dite, mais elle est à écrire. En tout cas, il a envie. On a bien compris le message. Alors que Franck lui s'entraîne sur tout autre type de bateau en ce moment. Hein.
Ouais, des bateaux volants aussi en vue de la Coupe de l'América. Ça fait quelques années que je suis dessus, donc c'est des courses beaucoup plus courtes. Là déjà une demi-heure, ça serait trop long. Oui, mais sur le plan technologie, c'est vrai qu'il y a des échanges en fait entre ceux qui travaillent sur ces bateaux America et puis ceux qu'on vient de voir là avec les foils. Oui, Vincent Lolo-Prévost, Guillaume Verdier, c'est des personnes qui sont dans les équipes de la Coupe de l'América, qui ont découvert la façon de faire voler des bateaux avec la Coupe de 2013 à San Francisco. Et finalement, tout ce qu'on voit sur ces bateaux de course au large, c'est des adaptations de ce qui a été développé chez les équipes d'Orac, des Américains, des Néo-Zélandais. Et voilà, c'est le même concept, adapté à la course au large, c'est-à-dire à un état de mer un peu différent quand même. Alors, oui, la flotte d'Imoca qui est en train d'approcher. On voit cette image avec Fréhel derrière le cap. Oui, et avec là Charal à l'image, mais un peu devant Charal, on a PRB avec Jérémy Biou qui est en tête dans cette classe. Oui, devant Charal. Absolument. Alors là, ce qui est quand même assez dingue, c'est de voir la vitesse avec laquelle Vincent Rioux a pris l'avance et l'avantage sur Jérémy Bayou. Il n'y avait pas d'incertitude, on l'a vu bien manœuvrer. Jérémy, il était en train de lever la coque de son bateau, peut-être un peu trop attentif à cette vitesse ou à surveiller le comportement de sa monture, j'allais dire, à corne. Et pendant ce temps-là, Vincent est passé derrière, il était légèrement sous le vent, très discret, et il a accéléré, on ne l'a même pas vu. Ouais, c'est vrai. Charal est parti un peu derrière de toute façon. Il est revenu sur PRB et puis là, PRB est reparti. J'ai l'impression que le vent a changé. Ils ont dû passer à travers une molle, donc un trou de vent, et c'était mieux pour Charal qui revenait derrière. Et maintenant, on voit PRB à toute vitesse et qui est vraiment magnifique. Je crois qu'ils ont vraiment réussi la transformation du bateau avec ces nouveaux foils. Pas tout à fait aussi grand que ceux de Charal, mais extrêmement efficace, et je pense que c'est un bateau très polyvalent comme ça et qui peut, j'espère s'il casse pas, parce qu'il a eu des déboires dans la vie de ce bateau-là, malheureusement Vincent Rioux, mais s'il casse pas, il va vraiment être pas loin du premier à l'arrivée. Ouais, je pense que Vincent, il a effectivement très faim de Rome. Victoire, il a besoin. Il a soif de Rome. Voilà, il a soif de Rome. Il l'a pas eu. Bon, on peut espérer qu'il l'ait ce coup-ci. En tous les cas, ils ont fait effectivement un super boulot avec toute son équipe. C'est très technique. L'évolution du bateau a été exemplaire sur les dernières années. Donc, il connaît sa machine. Bon, s'il y a un Rome à gagner pour lui, c'est sûrement celui-ci, quoi. Alors effectivement, les conditions de vent sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a quand même parfois des zones de risée. Voilà. Alors, très belles images de Charles qui vole. Alors là, ça vole un peu moins. Alors là, on a un peu ralenti. On est un peu plus à l'arrière. J'allais vous dire juste avant. Tant que nous étions effectivement encore avec les IMOCA, on avait PRB en tête, Charal donc en deuxième et Hugo Boss qui talonne juste derrière. Là, rien à voir. On le disait effectivement, on est avec un cigare rouge qui a toute une histoire. Ah là, Vanderlei. Un bateau effectivement là qui a été remis sur l'eau, si je puis dire, près de 30 ans après sa construction. Beaucoup pour effectivement un Vendée Globe. Ouais. Et puis on a eu qui n'a pas navigué dessus en fait déjà, parce qu'entre oui, Franck. En tout cas, Jean-Luc Vandened et Catherine Chabot ont navigué dessus pour le Vendée Globe. Et donc qui est la femme du marin, puisque c'est son mari qui court sur ce joli bateau, parce que là aussi c'est sympa, quoi. C'est une tranche d'histoire maritime devant nous, mais le bateau il est magnifique. Il a fait des tours du monde, il a des transats aussi à son actif. Moi je me souviens quand il était amarré ici, juste là derrière nous, c'était pour 94 je crois. 94, il y avait 24 concurrents, vous vous rendez compte, qui avaient pris le départ de cette transat. Alors qu'on est à 123, je vous le rappelle, pour cette 11e édition. Et là, on est retourné du côté du Cap Fréhel avec les hélicos parce que nous avons les IMOCA de tête qui sont en train de s'en approcher. Et c'est serré entre PRB, skippé par Vincent Rioux, on le disait, et puis Charal juste derrière, suivi par Alex Thompson, qui lui aussi a faim. Alors, il a vraiment un très beau bateau, Alex, qui a fait deuxième au Vendée Globe et qui était peut-être en avance aussi par rapport à tous les bateaux de sa génération avec des grands complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la forme du bateau, un profil étonnant et qu'il maîtrise très très bien. Qui maîtrise, et il adore aussi bien appuyer sur le bateau. Il est capable de faire des 24. Il a le record des 24 heures avec ce type de bateau, très récemment d'ailleurs. Donc oui, il connaît les hautes vitesses, il connaît ce genre d'allure et ça va être un client extrêmement sérieux pour la victoire finale. Il y a déjà eu une Anglaise qui a gagné dans cette classe, donc Hélène MacArthur en 2002. Donc on pourrait avoir un Anglais cette année aussi. Ce que je trouve très étonnant, c'est que Vincent est en train de prendre le contrôle. Carrément, devant. Ils sont en mode régate, les garçons. Il y a quand même une certaine distance entre les trois premiers. Ça s'est passé assez rapidement.
Je crois que effectivement c'est important de marquer la flotte de son empreinte dès le départ de la course, et ça Vincent le sait. C'est sa 4e participation. Il a envie d'un podium qui est franchement mérité, comme pour beaucoup de marins. Forcément, il n'y a aucun qui ne démérite, mais je crois que là, aujourd'hui, il s'est vraiment bien préparé. Et pour le mental, on peut bien le comprendre. Pardon. Non, ils sont tous conscients que, bon, c'est souvent, on donne souvent aux riches, hein, mais la météo des jours prochains, plus on sera sud et plus on sera devant, moins ça sera dur. Donc, mais rien de tel, tout de suite, rien de tel qu'un petit coup comme ça là, sous le vent de Jérémy, justement pour motiver Jérémy, qui on le connaît, est aussi quelqu'un qui a du mordant. Et c'est vrai qu'il ne va pas laisser filer Vincent comme ça. Et puis mentalement, on le disait, c'est important, ça j'imagine, vous qui l'avez fait, messieurs, d'être bien placé dès le départ, évidemment. Oui, et puis de se dire que son bateau va vite, c'est dans la tête, c'est quand même confiant, bien. Confiant, ouais. Ça donne un coup au moral aux autres. Et pour soi, c'est voilà, d'avoir confiance dans sa vitesse, déjà c'est 80% du résultat de fait. En fait, Vincent, il le fait parce qu'il sait qu'on est là et il nous fait un cadeau. En tout cas, on imagine la rage sur Charal qui est donc derrière. C'est pas fini. Et on va aller voir justement Gaël Robic qui est donc sur une vedette juste à côté de ces deux bateaux qui sont en tête de la classe IMOCA au moment de passer Fréhel. En tout cas, on n'est pas loin, Gaël. Ah, on est au pied de Fréhel, effectivement, Valérie. Et juste derrière nous, vous les voyez véritablement bord à bord. Vincent Rioux en orange, Kazakh orange, serait-on tenté de dire, devant Jérémy Bayou. C'est un véritable sprint pour ce point de passage du Cap Fréhel. Vous le disiez, Vincent Rioux qui s'est offert un beau cadeau avec ses tout nouveaux foils à bord du PRB, un bateau qui est resté entre guillemets accroché au hangar pendant près d'un an suite au Vendée Globe. Vincent Rioux qui avait un projet d'ultime, il était question qu'il rachète le bateau notamment de Thomas Coville. Il s'était positionné, il n'a pas trouvé le budget et entre guillemets, il a repris la barre de son PRB. Et bien, grand bien lui fait puisqu'actuellement il est en tête de cette route du Rhum en catégorie IMOCA. Il est en tête, vous parliez d'ailleurs très tout à l'heure, serré, Valérie, du bateau d'Alex Thompson. Eh bien, si vous êtes intéressé, le bateau est à vendre environ 2 millions et demi. Okay. Si vous me l'offrez, je prends, pas de souci. Alors cette image est très intéressante parce le vent que c'est celle-ci qui nous donne. Voilà. Le vent est instable. On voit mieux les distances que sur d'autres images qui sont un peu trompeuses. Enfin, c'est normal. Hein, les objectifs sont pas les mêmes. On est en hélicoptère, on est sur l'eau, etc. Mais là, on s'aperçoit bien de l'intensité de la régate qui se joue avec Alex qui est quand même beaucoup plus loin derrière, non? Ouais, effectivement, Alex a pris il y a un petit décalage. Alors, comment on n'était pas sur le plan d'eau, Ce qui est sympa, c'est à chaque classe, il y a un match au passage de la bouée. Quand même. Il y a une molle. Il y avait une molle avec un accordéon et ceux derrière qui reviennent. Donc, une molle, c'est quand il y a moins de vent, hein, on est d'accord. On ne parle pas de quelqu'un en particulier. Non. Alors, et là, on est sur les classes 40. Ouais, classe 40. Alors pareil, on le disait, catégorie où il y a énormément de concurrents sur les classes 40. 53 engagés cette année. Et du beau monde, des amateurs mais des professionnels aussi qui sont bien décidés à se faire leur place. Et ils ont sorti la toile devant aussi. Ouais, ça c'est ceux qui ont déjà passé le Cap Fréhel et les 50 pieds. Ils ont déroulé leur Jennaker aussi comme l'ont fait les ultimes. Stratégie à l'image. Le passage. Jérémy qui essaye de passer sous le vent. Normalement ça passe pas parce qu'il y a beaucoup moins de vent, très perturbé. Oui, mais Jérémy il est audacieux. Et puis là, je pense qu'ils sont en train de préparer leur manœuvre pour dérouler. Regarde Vincent qui va fermer la porte. Voilà. Ouais, on va avoir un duel de déroulé là aussi. On est gâtés. Hein. Vraiment. C'est vachement sympa pour la classe IMOCA qui quelquefois effectivement passe un petit peu moins en lumière par rapport aux ultimes, qui attirent tous les regards. Et c'est vachement bien. Pardon. En fait, j'ai l'impression sur ce départ, ils vont tellement vite les ultimes que plus personne n'a pu suivre au final et qu'on a pu se concentrer sur les classes derrière. On s'est fait mal aux yeux en regardant les ultimes passer Fréhel. On peut pas tous les voir non plus. 123 encore une fois. On a Gaël Robic qui est toujours au pied bien justement de ce combat. Là, visiblement, j'ai l'impression au pied de Charal. Attention au sabot. Juste à l'instant, et c'est dans quelques secondes, Vincent Rioux qui, à l'instant, franchit le Cap Fréhel en tête. Vincent Rioux, donc leader de cette catégorie IMOCA. Et une poignée de secondes derrière, on va le voir apparaître, Jérémy Bayou qui va, il y a quoi aller une trentaine de mètres d'écart entre les deux bateaux. Et la surprise, la surprise est derrière. Si Jean-François Palais peut pas noter, on va voir là-bas derrière le bateau à la coque argentée. C'est le bateau de Boris Herrmann. C'est un peu la surprise de ce début de course, le skipper allemand qui débute dans cette catégorie et qui a pris un remarquable départ dans cette route du Rhum, puisqu'il va passer en troisième position. Vous parliez d'Alex Thompson. Alex Thompson est beaucoup plus loin, puisqu'en quatrième position, ce devrait être
Yann Eliès qui donc devrait passer en 4e position à la bouée de Fréhel. Yann Eliès qui doit signer un bon résultat puisqu'on le sait, il devra se séparer de ce bateau à l'issue de cette route du Rhum, un bateau qui a été vendu à l'Italien Giancarlo Pelotti. Ouais, comme quoi ça bouge aussi très vite. Eliès, Bayou, c'est toute une génération aussi de régatiers. Donc non, ça veut dire qu'il y aura du beau spectacle tout au long de le bateau de Boris, donc Boris Malizia, c'est le même bateau que celui d'Yann en fait, puisqu'il y a des familles comme ça. Donc c'est intéressant de les voir là, qui sont aussi complètement dans le match. C'est des bateaux qui... donc c'était l'ex-Gitana de Sébastien Josse, le bateau de Boris Herman. Donc un des plus rapides de la génération du Vendée Globe précédent. Voilà. Et surtout, ces concurrents, on en a 1 sur 5 qui est étranger. Voilà. C'est-à-dire que sur 5 skippers, il y en a 4 qui sont français. Alors là, j'aimerais bien qu'on s'attarde à ce qu'on voit à l'image, messieurs. Est-ce que alors je vous avoue que j'ai donc c'est le passage de Malizia, donc le troisième exactement, Boris Herman au passage de Fréhel, donc pas si loin que ça, de toute façon. Il y a un bateau qui est extrêmement bien optimisé. Gitana avait fait un super boulot et voilà, ça le prouve. C'est fantastique tout ce qu'on a pu vivre en regardant la télévision. En 1h30, il s'est quand même passé déjà pas mal de choses. Moi, je suis ravi d'avoir pu voir comme ça Fréhel avec les ultimes, le combat auquel on ne s'attendait pas forcément en tête avec 3 bateaux, il faut le rappeler. Et puis celui qui est sorti de l'ombre quand même, Rothschild, Sébastien, qui était là, qu'on savait bien entraîner. Et puis après, cette espèce de duel en tête des IMOCA comme ça, avec des marins qu'on connaît bien et qui ont leur public ici. Voilà, bel événement. Alors on aura moins vu surtout ses concurrents, bien évidemment ceux qui sont un peu plus derrière, mais on a quelques jours pour les suivre. Évidemment sur France Télévisions, on va suivre cette 11e édition. Petit coup de chapeau quand même à tous ceux qui sont engagés dans la catégorie Rhum mono et Rhum multi. Il y a, on le disait, une sacrée variété de bateaux. On voit d'ailleurs là l'ancien de Cazeneuve. Ouais. Fameux bateau rose. C'est ça, Cazeneuve. Cazeneuve qui n'est donc plus là, mais que voilà, c'est ça. L'engagement a été pris par son skipper Luc Osson. Petit clin d'œil. Exactement. Voilà pour le clin d'œil. Autre clin d'œil, un joyeux anniversaire aussi, puisque nous avons un des navigateurs qui fête ses 47 ans cette année. C'est Monsieur Descaisses, si je ne dis pas de bêtises. Alors joyeux anniversaire à lui. L'émission touche à sa fin, messieurs. Déjà, évidemment, affaire à suivre, parce que est-ce qu'on engage les paris pour l'arrivée dans vous avez tous l'air de dire 6 jours. Rapidement, parce que là, dans 1 minute, je dois dire au revoir. C'est jamais des positions faciles. Moins de 7 jours. Sur le record ou sur le nom Sur le record, je dis 6 jours et 24 heures, c'est ça? Alors après, qui sera à l'arrivée le premier? Eh bien, évidemment, nous suivrons ça de près, que ce soit sur nos antennes, mais également sur nos sites internet. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir commenté. Et bravo à ceux qui étaient sur l'eau. Et un grand bravo, effectivement, à Gwena Elbron et Gaël Roby qui ont tout donné pour nous faire vivre ces premières heures de 11e édition de la Route du Rhum. On voit maintenant, PRB en tête. C'est sur ces images que l'on se quitte. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci à toutes les équipes techniques mobilisées et à très bientôt. C'était le départ de la Route du Rhum avec la gamme SUV Suzuki. La Route du Rhum avec la Carac, mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance. Un petit sentier qui sent bon la noisette et Jamie Gourmaud qui fait naître comme une envie de jardin. Tout de suite sur France 3. C'est beau ça, ça donne envie.